Bonjour à tous, dans cet épisode d'En roue libre, je reçois Adrien Laurent, pilote pro en VTT et spécialiste des courses de descente urbaine. Mischo Pelato, qui avait le même âge que moi, qui avait gagné 3 fois d'affilée à Whistler la Pump Track, qui était indétrônable, clairement c'était le king de la Pump Track. Et là je gagne et en fait du coup ça commence à faire un peu du bruit, quoi, tu vois. C'est qui c'est ce gars là qui arrive, que personne connaît, qui gagne 2 fois d'affilée. Et en fait ça a lancé ma carrière, tout simplement. Ça a lancé ma carrière dans le VTT, quoi. Je suis derrière lui dans son aspi, il me décolle et il prend pas 20 mètres, c'est-à-dire que petit à petit il disparaît et j'arrive plus je le vois plus, quoi. Et on fait 1 rue, 2 rues, 3 rues. Au bout d'1 minute de ride, il est plus là, il est parti. Là, je dis: «Putain, c'est pas possible, mes roues, elles tournent». Je pédale pareil que lui à l'entrée de la rue. Comment c'est possible? On fait rien, il me dépose, tu vois? Et donc là, je me dis: «Waouh, il y a quand même un truc». Et le seul facteur, ouais, c'était le poids, quoi. Il y avait que ça qui pouvait faire la diff. Je sais pas si je dois le dire ou pas, ce que je m'apprête à dire, mais ah si, je vais le dire. À Genova, j'avais 3 kilos sur le lot. Un lest de 2 kilos et un lest de 1 kilo de plongée là que tu achètes à Decathlon. On signe quand même une décharge sur laquelle c'est écrit noir sur blanc que les animaux font partie du circuit. Donc il n'y a pas de rerun. Si tu prends un chien à 60, c'est explicitement dit que c'est à toi de te débrouiller avec le chien, quoi. J'ai voulu tendre le micro à Adrien pour qu'il me raconte comment il est passé avec succès du BMX Race au VTT et fait parler de lui notamment en devenant le King of Crankworx en 2017, de comment il s'est spécialisé dans les descentes urbaines et de comment il s'y prépare, lui et son vélo. Et on a aussi parlé de sa casquette de shaper aux Deux-Alpes pour aider la station à revenir sur le devant de la scène en matière de bike park. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'En roue libre avec Adrien Laurent. Dans les précédents épisodes, je vous ai parlé de Shifter, le sponsor d'En roue libre, et donc j'ai voulu me rendre dans un vrai magasin avec des vraies personnes comme Mehdi pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il utilise Shifter tous les jours. Moi, c'est Mehdi, cofondateur du Ravito 18, magasin de vélo, atelier de réparation, lieu de rassemblement pour les passionnés du cycle. Shifter nous fait gagner du temps en équipe, autant sur la partie réparation que sur la partie vente, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Également sur le réassort, on a des messages d'alerte lorsque notre stock est en dessous du seuil respectable, on va dire. Ça nous permet de faire des rentrées de stock et de faire des commandes assez automatisées. Et c'est un gain de temps énorme pour nous. Ouais. On va pouvoir créer des devis, les envoyer directement via la plateforme et on va pouvoir faire le suivi de la clientèle autant sur la partie réparation que la partie vente. C'est un tout en un. On a tout à disposition avec un seul logiciel. Bon si comme Mehdi vous voulez optimiser la gestion de votre shop, rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre avec le code enroulibre30 et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement. Et chaque mois, Shifter tirera au sort un magasin qui aura utilisé le code et lui offrira 1 an d'abonnement offert. Merci d'avoir regardé ça et retour à l'épisode. Un tout petit mot avant de démarrer cet épisode. Bon, vous imaginez bien que je passe un temps de fou à faire tout ça. Et même si j'adore ce que je fais et que je pourrais faire ça toute ma vie, je fais ça principalement pour vous et avec vous. Donc pour m'aider à développer En roue libre, vous pouvez faire un tout petit truc qui prend 1 seconde, c'est de vous abonner. Et vous imaginez même pas comment ça m'aide à convaincre les invités de passer dans En roue libre, mais aussi ça m'aide à trouver des partenaires et du financement pour continuer. Merci d'avoir écouté ça. Place à l'épisode. Bon Adrien, la DH urbaine en France, ça se développe un peu ? Écoute, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas un pays qui est vraiment précurseur de la discipline, mais on a quand même beaucoup de petites villes et villages qui ont leur petite DH urbaine. Il y a des villes qui ont des éditions déjà depuis presque une dizaine d'années. Je pense notamment à Grasse et il y a aussi Châteaurenard. Enfin, il y en a plusieurs qui sont quand même installés. Il y a Briançon Donc, aussi qui en a fait il y a une. il y avait Briançon, exact, et pas mal de petits villages, même moins connus, mais il me semble que c'était Séguré. Enfin, il y a plein de petits villages qui ont leur course urbaine. Ce qui est plutôt cool, c'est bon signe. Après, c'est plus, le niveau d'événement qui est encore à faire évoluer. Nous, on pousse justement la discipline aux Deux Alpes et non, ça prend une belle tournure. Très bon. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs que les gens s'intéressent à cette discipline et qu'on voit que ça se développe? Je pense que c'est un peu le format en lui-même qui est intéressant, du fait qu'on arrive à, en quelque sorte, ramener un sport de la montagne, à la ville, quoi, et du coup, ramener le show plus près du public, de là où est le public, et notamment des néophytes, quoi, des gens qui connaissent pas forcément le VTT ou qui s'y intéressent pas
de manière régulière. Donc, en gros, ouais, on ramène un sport de montagne directement chez les citadins et c'est un peu ce qui fait la magie de la discipline, quoi. Ouais, tu veux dire qu'en fait, les gens qui assistent à ce genre de courses, seraient pas forcément allés dans une station de ski pour aller regarder une manche de Coupe de Non, France ou voilà, Coupe c'est du monde? ça. En gros, le spectateur, qui va être, sur le bord de la piste urbaine, ça peut être monsieur tout le monde, quoi. Il est allé chercher son pain, il passe par là, il voit un gars voler, d'un set de marche à l'autre, bah, il reste un peu collé devant le show, quoi et c'est ça qui est cool, c'est que des gens qui sont pas forcément, intéressés par ces sports-là, profitent de ce spectacle-là et comme tu dis, ils seraient clairement pas allés dans une station, puis ils auraient pas marché une demi-heure dans la montagne pour aller voir des gars rouler entre des arbres, «dans la boue» quoi, entre guillemets. Mmh. Ouais. Donc c'est on arrive à toucher un public un peu plus large avec, en fait, le même sport, quasiment, parce que oui, il y a des différences, mais ça reste un VTT Ouais. avec un chrono. On arrive à toucher beaucoup plus de gens, à travers la discipline de la descente urbaine et ça, c'est assez cool. Ouais, mais après tu dis ça, mais même en ligne, enfin je veux dire, sur en termes d'audience, de rediffusion, j'ai quand même l'impression que c'est un show quoi. Enfin, c'est quelque chose qui Ouais. vraiment plaît. Bah, c'est assez puissant, aussi je pense parce que encore une fois, les gens qui sont spécialistes, beh, ça a un côté un peu inédit dans le sens où c'est pas si simple d'avoir un événement de qualité d'une ampleur internationale en ville. Donc c'est des événements qui sont quand même un peu isolés. C'est assez nouveau qu'il y ait une série et que ça commence à prendre une plus grande ampleur, mais c'était des événements qu'il y avait, en réalité une fois ou 2 par an quoi, tu vois? Un Valparaiso, il y en a qu'un, c'est dans une ville bien en particulier. Maintenant, il y a un peu plus d'épreuves, mais c'est nouveau et il y a aussi ce côté, en fait, pour les gens qui connaissent pas trop le vélo en général, hem, le fait qu'ils puissent, en fait, mieux appréhender la difficulté de l'épreuve, par le fait qu'ils connaissent l'environnement beaucoup mieux. Si tu Mmh. veux, les gens qui voient des escaliers, ils arrivent mieux à se représenter la taille d'un saut, la difficulté. C'est des obstacles qui eux-mêmes, heu, auxquels ils sont confrontés dans leur vie, quotidienne. Quand ils vont faire leurs courses, ils passent par une ligne de marche, ils savent ce que c'est une barrière, un poteau. Donc ça touche un peu plus les gens, je pense, alors que bon, tu vas voir, un gars voler au-dessus de 2 tas de terre, ça parle pas de la même manière, tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. même si c'est la même difficulté ou par exemple un off-camber pleine racine, le gars qui fait pas de vélo, il capte pas en fait que c'est difficile de passer à 30 kilomètres/h dans des racines, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a ce côté, qui a vraiment à voir avec, l'environnement urbain. En fait, il parle beaucoup plus à monsieur tout le monde, je pense, c'est Mmh. surtout ça. Oui, parce que, c'est vrai que, sur les manches de coupe du monde, on voit évidemment que ça va vite, par exemple, mais, la rediffusion, la retransmission, comme on dit, fait pas trop justice à la À la pente, à la difficulté, ouais. difficulté et à tout ça. Donc toi, ce que tu dis, c'est globalement, chacun peut s'imaginer, un set de marches, la longueur, la hauteur, ou, sauter d'une fenêtre d'une maison, d'un appartement. Bon, bah, C'est ça, d'un on premier voit à peu étage. près, d'un premier étage, on voit à peu près ce que ça représente, quoi. C'est ça. Il y a aussi, beh, je pense aussi le côté, on voit beaucoup de chutes aussi en course urbaine, bon, en coupe du monde aussi, mais les conséquences, si tu veux, c'est ce côté un peu comme à la Rampage où le gars, il fait un truc qui est difficile, c'est clair, mais il le fait sur un ridge qui est pas large. S'il tombe à droite ou à gauche, bon, c'est catastrophique. Ben, nous, c'est un peu la même chose en course urbaine. Si tu sors de la ligne, il y a pas de zone B, quoi. C'est soit un poteau, soit un mur, soit la voiture du voisin. Donc ça, je pense, ça rajoute aussi un côté un peu waouh et les gens, ils sont sensibles et puis, ouais, les crashs parlent d'eux-mêmes, quoi. Ça, c'est spectaculaire. Donc, C'est ouais, ça parle de suite. c'est vrai que sur mon feed, j'ai un peu plus vu des images de crash, enfin voilà, de crash, quoi, plutôt que, youpi, ça s'est bien passé, ce qui est généralement c'est un peu normal. Mais comme tu dis, ouais, il y a pas mal de risques, dont peut-être on va parler un petit peu plus tard, pour rattaquer et puis essayer de comprendre comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu peux Yes. nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui t'a amené on va en parler longtemps, hein, donc tu pas on va faire le déroulé, mais tes premiers contacts avec le vélo, c'était quoi?
Alors j'ai commencé très jeune le vélo. Mon père était un des pionniers du VTT cross-country qui à l'époque en fait englobait un peu toutes les disciplines, hein. Dans les années 90, début des années 90, il y avait pas de DH, trial, c'était un peu tout dans le même sac. Donc lui, il était un peu au début du VTT en France dans ces époques-là, les premiers Rocs d'Azur, et cetera. Et moi, je suis né à ce moment-là, donc je suis monté sur un vélo très très tôt, quoi, de 2 ans et demi, 3 ans. J'étais sur un vélo et ça, c'est mon premier contact, un peu comme tous les gamins, si ce n'est que, voilà, papa était créatif, donc il avait mis un manche à balai derrière la tige de selle pour enlever les roulettes, m'aider à trouver l'équilibre assez tôt et ouais, assez rapidement, j'ai roulé en vélo, quoi. Alors ça, on l'a tous fait, mais qu'est-ce qui fait que enfin tous fait, non pas tous fait, ouais, qu'est-ce qui fait que ça a accroché chez toi? Alors, j'ai fait du vélo un peu comme tout le monde, je dirais, dans mes premières années, en tant que cycliste, jeune cycliste et je faisais beaucoup plus sérieusement du skate, par exemple. OK. J'ai commencé très tôt aussi à 3 ans, skate, on habitait, sur la côte basque, donc skate, surf, c'était plutôt ça mes sports, au quotidien et en fait, quand je suis rentré en France, on habitait, dans le pays basque espagnol. Quand je suis rentré en France, et qu'on s'est installé donc à Montpellier, j'ai eu un BMI. En fait, j'avais des copains qui faisaient, des tontons, on va dire, c'était des copains de mon père qui étaient proches, de ma que je voyais régulièrement, mais qui eux faisaient du BMX à un super niveau et j'ai vu une course, ma première course de BMX, je devais avoir 6 ans à Pernes-les-Fontaines. J'ai vu ça et waouh, j'ai vu surtout que, bah, qu'il y avait des gamins de mon âge qui participaient, quoi. Mmh. Donc c'était vachement fun, tu vois? De voir, plein de petits de ton âge qui partent 8 par 8 sur des bosses, une piste immense et tout, un speaker. Moi, j'ai carrément accroché et j'ai eu mon premier petit BMX et j'ai vraiment commencé le vélo, en tant que sport, quoi, sérieusement à 7 ans, pour OK. mes 7 ans. Donc avec la race? Avec la race, Mmh. alors, ouais, j'ai quand même dû faire une promesse à mon père que j'allais jamais arrêter le skate. Ah Parce ouais? qu'à 7 ans, j'avais déjà un super niveau. J'avais commencé à 3 ans, donc ouais, quand gamin, j'étais très bon avec les planches, quoi. Tout ce qui était, planches, snow aussi, ça se passait plutôt pas mal et ouais, il m'a dit: «Bon promets-moi que tu feras toujours un peu de skate et tout» et donc voilà, ouais, bien sûr, j'ai dit oui, mais mais ouais, j'étais super, intéressé par le vélo, en fait, si tu veux. Moi, ce qui m'a vraiment, accroché avec le vélo, c'est qu'à 7 ans, pour faire un saut de 1 mètre en skate, le tout ce qu'il faut mettre en place techniquement, c'est très compliqué alors qu'avec un vélo, je me voyais déjà arriver un peu vite et puis décoller, tu vois? Faire un ollie sur 1 mètre en skate, faut un super niveau, super coordination, beaucoup de répétitions alors que moi, je pense qu'au bout de 3 mois de BMX, je volais, quoi, déjà. Mon truc, c'était arriver le plus vite possible et décoller, quoi. Je m'en foutais s'il y avait une récep, pas de récep, je voulais voler. Donc c'est ce qui m'a vraiment attiré, en fait, dans le vélo, c'était ce côté aérien. Mmh. Et alors, tu aurais pu en faire, tu aurais pu continuer à faire du BMX, comme ça et faire des sauts, peut-être te mettre au dirt, ce que tu as d'ailleurs peut-être fait, hein, mais tu t'es mis à la race? Enfin à la race en compète? Ouais, alors, il y a toujours eu du dirt dans ma carrière parce que comme je te dis, c'est ce qui m'attirait vraiment. J'ai toujours aimé sauter. J'ai la chance, d'avoir, profité du terrain de mes grands-parents et de mon père, où on a 1 hectare et il y a toujours eu, un champ où on pouvait, faire des bosses et construire et cetera. Donc dès que j'ai fait du BMX, en fait, mon père, il a attaqué le champ motoculteur et c'était, bosse sur bosse. Ça a fini par faire une piste, c'était la piste du quartier, quoi. Tous les petits jeunes des environs, ils connaissaient la piste de chez moi, quoi. Tout le monde venait rouler chez moi. Donc bon, moi, j'habitais à Montpellier chez ma mère, mes parents étaient séparés et tous les week-ends, je rentrais chez mon père, il y avait la piste, quoi. Donc si tu veux, dirt, pump track, c'était vraiment ça ma base, quoi. La pump track, ça existait même pas, mais chez moi, j'avais une pump track, quoi. C'était en 99, 18-99 et la race, oui, parce qu'il y avait un club à Frontignan. Du coup, ma mère m'emmenait le mercredi à Frontignan faire mon petit entraînement avec les gamins de mon âge et puis après les week-ends, c'était l'occasion de voyager avec mon père, d'aller, sur toutes les courses à droite à gauche et puis se mesurer. Moi, j'ai bien accroché, ça me plaisait bien finalement la compète. Donc on s'est lancé là-dedans. Combien de temps tu as fait, justement, de la compète en race? Et ben, j'en ai beaucoup fait.
Presque trop fait. Non, j'en ai beaucoup fait. J'ai fait de mes 7 ans jusqu'à, j'ai envie de dire, mes 20 ans. Donc Ouais. 13 ans, vraiment, il y a eu peut-être des années où c'était moins régulier, mais quasiment pendant 13 ans, 3 entraînements par semaine, toutes les courses, départementales, régionales, coupe de France, les coupes d'Europe quand elles étaient en France ou pas loin. Donc, ouais, beaucoup de kilomètres sur les routes, beaucoup de manches et surtout beaucoup de «déceptions» entre guillemets parce que je gagnais rarement, quoi. C'était, BMX, même dans la petite catégorie et tu fais l'Indoor de Saint-Étienne, tu as 7 ans, il y a 100 gamins, quoi. Donc, sur 100 gamins, il y en a toujours, une bonne poignée qui sont plus forts que toi, quoi. Donc, ouais, non, beaucoup de désillusions, ouais, de mais bon, ça forge le caractère, hein. C'est ça qui est très bien avec la race, c'est que c'est un sport tellement difficile, tellement ingrat. Si tu peux être dans les 4 premiers et en demi, être, prêt à te qualifier pour la finale et il y en a un qui tombe devant toi, il t'accroche, tu passes pas, quoi. Donc, il y a plein d'aléas. Il y a quand même 7 personnes à côté de toi qui peuvent t'embarquer dans une chute ou, dans un changement de trajectoire. Donc ouais, c'est un sport très difficile et c'est peut-être ça aussi qui m'a accroché, hein, c'est qu'il y avait toujours de quoi améliorer, quoi, tu vois? Mmh. C'était jamais fini l'histoire. C'est quoi tes principaux faits d'armes, résultats en race? Alors race, dans les catégories gamins, ados, bah, si tu veux, je fais partie de la même génération que Sylvain André, tu vois? Qui est médaillé olympique, Joris Daudet, Mmh. médaillé olympique. Heu, tous les quasiment, ouais, ma génération, pour moi, c'était une catastrophe, quoi. Il y avait que des mecs trop forts. Donc, j'ai souvent été, si tu veux, en région, moi, ma place, c'était, 4, 5, 3 de temps en temps, tu vois? Quand ça se passait bien. En France, dans les 20, j'irai un peu toute ma carrière de BMXeur et puis après quand je suis passé en 17-24 ans et en élite 2, dans l'antichambre des élites, on va dire, là, j'ai commencé la muscu et ça a un peu changé les choses. Donc j'étais pas très puissant, pas très explosif. Ça m'a permis de développer, bah, toutes les autres qualités. J'étais très bon en virage, je doublais plutôt bien parce que je partais tout le temps derrière. Donc ça, c'était un de mes points forts. Pas mauvais techniquement. Et du coup, quand j'ai commencé la muscu, j'ai pallié un peu à mon manque de force et là, bah, ouais, j'étais dans les, allez, on va dire les 8 meilleurs français, jusqu'en élite 2, quoi. J'ai gagné une course, en élite 2, une coupe de France, tu vois? Voilà, j'ai fait des finales France en élite 2. Après, quand je suis passé en élite 1, voilà, c'était plus possible, tu vois? C'est les mecs, c'est que des haltérophiles. Ils font 4 séances de muscu par semaine. Ils font, 3 séances de sprint, 2 séances de gate. Ah là, j'avais plus le niveau et puis surtout plus l'envie du tout de faire ça. Ça s'éloignait beaucoup trop de ce qui me plaisait, qui était faire du vélo quand même, tu vois? Ouais. Donc, ouais, on va dire, j'ai eu un bon petit niveau jusqu'en élite 2. Mmh. Junior, élite 2, après élite, c'était plus pour moi, quoi. Donc c'est là, si tu veux, que c'est Mmh. là que je suis revenu justement, plus sur le dirt, que j'ai commencé un peu à lâcher les mains, faire des 3-6, des backflips, justement quand je me suis lassé de la race, que j'avais la petite vingtaine, entre 18 et 20 ans, je suis revenu justement, plus à ce côté freestyle. Mmh. Et le lien avec le VTT, comment il s'est créé? Ben, le VTT, j'avais toujours un peu eu un pied dedans du fait que mon père avait fait du cross-country en compète. Et que moi j'ai toujours fait du VTT avec mon père, me promener les chemins, la descente, tu vois? Un peu le côté technique du VTT. Mais j'ai jamais vraiment eu un bon VTT. J'ai fait 2-3 courses de cross-country comme ça. J'étais bon d'ailleurs, j'étais endurant. Donc j'ai gagné une paire de courses régionales cross-country, mais mon truc c'était plus le BMX. Et le VTT, c'est venu du Team Ayton Giant à l'époque, qui était, mené par Sébastien Chauvet et qui lui-même avait été, au club de Bum de Venise VTT avec mon père à l'époque où lui il gagnait, des courses régionales. Chauvet, c'était un gamin et bon, ils se connaissaient et un jour, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais Seb a dit à mon père: «Beh, quand ton petit sera un peu plus grand, je lui ferai essayer le VTT», parce qu'eux, ils se connaissaient, voilà, depuis toujours et puis, Seb, pour lui, c'est le gars fort en VTT de l'époque, c'était plutôt mon père, tu vois? Quand lui, il était jeune et puis, après ça a évolué. Seb, il a vraiment maintenant fait sa carrière, il était dans ce milieu-là et puis il a proposé à mon père de me faire essayer. Donc ça s'est passé comme ça. Un été, j'ai été invité à aller faire, quelques semaines aux 2 Alpes.
parce qu'à l'époque, Team Ayton, ils avaient un contrat avec les Deux Alpes et je roulais avec le vélo de Myriam, de Mimi, Myriam Nicole, qui avait 2 vélos, qui avait un mulet, donc je roulais avec son mulet, soit son enduro, soit son DH et puis j'ai fait en fait, un peu de bike park et puis de suite, en fait, je crois que même j'ai même pas fait de bike park. La première chose que j'ai fait, c'est une Coupe de France à Ozan-Moisan qui était dans la boue sur les dalles là, c'était un Ah, mur en plus de piste très ouais. raide et là, j'ai été vacciné direct. J'ai compris que c'était quand même pas le BMX. Mais bon, j'avais les aptitudes, tu vois? J'avais fait un peu de moto, toujours un petit peu de VTT et beaucoup de BMX, donc je m'en sortais pas trop mal et j'ai fait un été comme ça. J'ai fait quelques coupes de France, je crois une paire, pas mal de bike park. L'été d'après, Seb m'a réinvité dans un peu les mêmes conditions, si tu veux. Et là, par contre, j'ai fait plus de courses et j'ai fait direct, là, j'étais cadet. J'ai fait direct une paire de podiums en Coupe de France. J'ai été champion de France junior de l'année d'après de Fort Cross. Et tout ça, ben voilà, avec des vélos prêtés à l'époque par le Team Ayton. Donc c'était Giant, c'est ça? C'était Giant, C'était c'est Giant. ça, et c'était les Deux Alpes surtout. Eh C'était oui. les Deux Alpes, Mmh. c'était vraiment mon premier contact. Malheureusement, le team a pas continué, donc mon expérience avec le VTT s'est arrêtée là aussi, tu vois? Ça s'est résumé à 2 étés, 2 saisons d'été avec des vélos de prêt, ce qui était déjà super cool. Et c'était des super vélos en plus qui roulaient en coupe du monde, donc avec le top matos et tout, enfin pour moi c'était de l'or en barre. Et ça s'est arrêté et moi j'avais pas les moyens, enfin mon père il avait pas les moyens de m'acheter un vélo de DH si tu veux, donc il dit: «Écoute, tu vas continuer à faire du BMX quoi». Et donc voilà, j'ai continué le BMX et je suis revenu vers le VTT bien plus tard et un peu par hasard d'ailleurs. Ouais, Donc vas-y, explique-nous comment. et ben ça s'est repassé aux Deux Alpes, comme quoi il y a un truc un peu spécial là-haut, pour moi et c'était à l'occasion des Crankworx, donc Crankworx aux Deux Alpes, la deuxième édition, il me semble. Et encore une fois, vélo prêté, c'est Yannick Ranieri, du coup, qui m'avait aidé à monter un semi-rigide, un Commencal à l'époque, un proto, qui traînait dans son garage. On avait monté ça avec quelques pièces qu'il avait de côté. Et je m'étais inscrit, si tu veux, à l'époque, tu pouvais t'inscrire. En plus, c'était top, au Speed and Style et à la Pump Track. Et du coup, j'avais fait ces 2 épreuves-là et en fait, j'ai gagné la Pump Track, quoi. Donc ça peut paraître un peu anecdotique, mais si tu veux, à l'époque, c'était le plus gros événement de VTT, en Europe. C'était Kyle Strait, c'était Mick Hanna, c'était Matt Walker, Bernard Kerr. Heu, C'était que des stars, en fait, tu vois? Qui étaient contre moi et moi, j'étais tout simplement personne. J'avais un vieux look là avec mon short et mon débardeur, un vélo peint au pinceau et en fait, je gagne et je leur mets un bon vent, si tu veux. À l'époque, je pense que la Pump Track, c'était plus un side event un peu fun, tu vois? Pour ce genre de gars-là que vraiment une discipline en soi. Sauf que moi, j'avais les crocs et puis j'étais racer, quoi. Donc, si tu veux, s'il faut aller vite, en pompée et machin, je savais faire, quoi. Donc, ouais, j'ai gagné assez haut la main l'épreuve de pump track. Et c'est parti de là, quoi. Tout le monde est resté un peu sur le cul. Waouh, machin, ce jeune et tout, trop cool, là, il y en a. Quel Et âge on a t'avais un à peu cette époque-là? là, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans, j'étais justement dans cette transition, ras le cul de la race et plus, à sauter et faire des bosses de dirt avec mes potes. Je m'inscris un peu par hasard sur ces épreuve-là, je la gagne et puis tout le monde commence à me demander, «Ah du coup tu vas à Whistler et tout, c'est dans un mois». Je dis: «Mais Whistler les gars, moi déjà je travaille, je travaille dans un garage pneu donc non» et j'avais pas les sous quoi, j'avais pas du tout le budget pour partir à Whistler du jour au lendemain et tout le monde m'a un peu tanné avec ça et d'un coup je me suis dit: «Attends, c'est peut-être le moment quoi, c'est peut-être mon opportunité d'y aller quoi, parce que moi je regardais ça sur internet, ça me faisait rêver. J'étais très pote avec, Yannick qui lui vivait déjà du VTT et qui était au sommet, donc qui je regardais ses compètes et tout, je me disais: «Waouh, ce serait incroyable d'aller là-bas», tu vois? Et donc en fait de fil en aiguille, on a monté un budget avec, la famille, les amis, que des acteurs locaux, des entreprises de carpentras de chez moi qui ont tous mis un peu la main à la pâte, 100 balles, 500 balles et on a constitué un petit budget et c'était parti quoi. J'ai pris mes billets, une chambre et je me suis inscrit pour, les Crankworx à Whistler.
un peu du jour au lendemain. Donc ça, c'était pour moi, j'avais déjà réalisé un rêve, tu vois, c'était déjà incroyable. Sauf que là-bas, je fais 4 épreuves, je fais le speed and style, je sors assez tôt. La RDH, je fais 13e, heu, voilà, en pro sur 1000 participants avec les quand même, il y avait du solide. 13e avec un vélo ultra mal réglé en 26 pouces. Donc super content de ce résultat. Moi, j'adorais cette piste en plus, tu imagines BMXer et la pump track, le dual et la pump track, en fait, je regagne. Je regagne à Whistler, quoi. Et bon, là, par contre, ça a commencé à changer la donne parce que, il y avait à l'époque, Troy Brosnan qui était vraiment au top, Martin Soderstrom, Josh Wishman, champion du monde four cross, et puis surtout, il y avait Mitch Ropelato qui avait le même âge que moi, qui avait gagné 3 fois d'affilée à Whistler la pump track, qui était indétrônable, hein. Clairement, c'était le king de la pump track. Et là, je gagne et en fait, du coup, ça commence à faire un peu du bruit, quoi, tu vois? Qui c'est ce gars-là qui arrive, que personne connaît, qui gagne 2 fois d'affilée? Et en fait, ça a lancé ma carrière, tout simplement. Ça a lancé ma carrière dans le VTT, quoi. C'était quelle année ça? 2013. 2013, OK. Ouais. Ouais. Ça, c'est 2013 et je suis passé, on va dire, du BMXer au VTT semi-rigide. Déjà, ça a été la première étape, si tu veux, hein, Mmh. pour moi. Ouais. Comment, tu me dis que que ça a lancé ta carrière. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des marques qui t'ont contacté, qui t'ont proposé des deals? Comment ça s'est passé? Bah, je pense que j'ai eu d'un côté beaucoup de chance et par rapport à la période, si tu veux, qui était quand même assez propice à démarrer, dans le milieu, je veux dire, ça aurait été aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y avait encore à l'époque, un peu d'argent, des marques, des opportunités et aussi je pense, c'était une époque où les résultats, c'était un peu plus important que maintenant, tu vois? Aujourd'hui, tu gagnes une course, tout le monde s'en fout, quoi. Ce que les gens veulent savoir, c'est combien tu as de followers. Donc et si surtout si tu as une chaîne YouTube, tu vois? Donc non, c'était une époque où le résultat, c'était quand même important et puis en fait, je pense le train est passé, je suis monté dedans, quoi. J'ai saisi l'opportunité. C'est Cyril Lagneau, en fait, qui m'a donné un super coup de main aussi parce que lui, à l'époque, il gérait le team Scott et lui, on se connaissait parce que j'entraînais son gamin, j'entraînais Lucas, je faisais des stages de BMX pour les enfants. J'étais éducateur aussi, donc j'entraînais son petit, on s'entendait super bien et il me dit: «Putain, mais moi je bosse pour, Claudio Cagliari qui a Vélo Solutions, c'est le numéro 1 dans le monde de la pump track. Putain, il faut que tu le rencontres, tu vois? Tu viens de gagner les 2 plus gros événements de pump track, qui existent, je vais en Suisse, dans un mois, viens avec moi». Donc il m'embarque, on va là-bas, je crois que c'était à Saint-Moritz et on fait, l'inauguration d'un immense pump track en béton qui était incroyable. Ah, moi, j'étais comme un gosse, j'ai passé toute la journée à rouler, à se faire tous les transferts possibles imaginables et à la fin, on discute un peu avec Claudio et en gros, il me dit: «Ah, qu'est-ce que c'est tes plans et tout, na na na?» Et je dis: «Bah, moi, j'ai pas trop de plans, quoi, j'ai pas de budget spécialement, mais j'aimerais faire la série des Crankworx» et il me dit: «Bah, combien il te faut, quoi? Combien il te faut?» Et j'ai dit pour moi 10 000 €, c'était un truc de dingue à l'époque, j'ai dit: 10 000 €. Et c'est parti de là. Lui, en gros, ça a été mon premier vrai sponsor. Il m'a débloqué 10 000 € pour faire ma saison et j'étais, le premier athlète, Vélo Solutions, quoi. OK. Ça a commencé comme ça. Donc là, on commençait à parler, tu vois? 2014, j'avais un vrai programme avec, un budget et puis du coup, je commençais à me renseigner. «Putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Bah, tu sais, il y a Sea Otter, Crankworx, et voilà, ça je me suis lancé sur ça. Dual, tout ce qui était un peu à ma portée, si tu veux, techniquement. Dual, RDH, Pump Track et ça a commencé comme ça. Ouais. C'est marrant parce que tu commences une carrière pour 10 000 €. Aujourd'hui, évidemment, c'est 10 000 €, tu fais rien avec, tu payes, Bon, ouais, à tu fais peine un ton voyage essence. ou 1 et demi. Ouais. Qu'est-ce que, concrètement, comment, tu as 10 000 € mais plus du matos, plus des vélos ou comment ça se passe? Ben, encore une fois, c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance quand même parce que, tu vois, avec ce gars, avec Claudio, au final, j'avais tout. Lui, il était, team manager il était responsable du team, Scott. Donc, Stad Scott, à l'époque, c'était Stad qui sponsorisait et donc il avait tout. Donc, j'ai rencontré aussi Ben Walker, pendant cet opening-là.
Et en fait, ils ont fait leur business entre eux. Ils ont dit, ah, bah, vas-y, une paire de cadres, des pièces qui traînent dans le garage. Et en fait, ils m'ont monté les 3 vélos dont j'avais besoin et un peu des fringues, voilà, c'était parti. Puis avec les 10 000 €, comme je te dis, moi, j'ai été large, Mmh. tu vois? Mmh. J'avais trop été habitué à faire avec 3 francs 6 sous, donc avec 10 000 €, j'ai un peu divisé le budget sur l'année, qu'est-ce qu'il fallait payer et puis c'était encore une fois, comme je te dis, une époque qui s'y prêtait parce que c'était possible. Tu allais à Whistler, tu dépensais pas trop d'argent, quoi. Mmh. Alors aujourd'hui, tu vas à Whistler, les 10 000 € tu les as claqués, quoi. Donc voilà, ça m'a permis de me lancer et 2014 de faire une vraie saison, avec les pros, à faire les événements qui correspondaient à ce que j'étais capable de faire et d'être là, quoi. Mmh. C'est quoi allez, les faits d'armes dont tu es le plus fier? Tes résultats, on va dire? Bah, avant de parler des résultats, tu vois, ce qui correspond à cette période justement 2014, 2015, 2016, on va dire. Je suis assez fier d'avoir réussi à rattraper mon retard, en fait. Parce que si tu veux, même si j'avais gagné 2 pump track, bon ça c'est cool, mais d'une ça suffit pas pour faire une carrière et de 2, heu, derrière il y avait un gros gap avec des mecs comme, Kyle Strait, tu vois, ou Mick Hanna, qui sont des légendes du VTT, qui étaient mes concurrents directs sur tous les duals, pump track ou, speed and style et cetera et qui avaient fait la Rampage, des coupes du monde et cetera, tu vois? Moi, j'avais vraiment un gros retard à rattraper. J'avais fait un peu de VTT avec, Eton Giant, 5 ans ou 6 ans plus tôt, en tant que gamin, mais j'étais un ben mixeur, quoi, tu vois? Je savais pas régler des vitesses, couper une chaîne, régler une fourche, aucune idée, tu vois? Donc je suis assez fier de ça, de ce gap que j'ai comblé très rapidement, en fait. Parce que dès 2014, je recevais des pièces chez moi, il y a rien qui allait avec rien. Je recevais une fourche, un cadre et ça allait pas, le boîtier de pédalier, c'était pas le bon, j'avais pas d'outils, enfin c'était une dinguerie, quoi. Heu, pour déjà ne serait-ce que monter les bikes. Après voyager, aucune idée, j'avais jamais voyagé. Voyager avec des vélos, monter tes vélos, et puis après voilà, courir contre des mecs qui sont des légendes, qui sont super installés déjà dans ces disciplines-là et arriver à faire, match avec eux, quoi. Ça c'est une fierté. Après les résultats, bah, j'ai eu des super résultats, des années un peu moins bien et tout, mais on va dire c'était un peu la récompense, quoi. Mmh. De tout le travail qui se voit pas vraiment et de toutes les galères que j'ai eues, quoi. Ouais. Je compte, quoi? 11 11 victoires en tout sur, enfin sur le circuit, Crankworx, Ouais, c'est j'ai ça? gagné 11 fois dans 3 disciplines, dual, pump track et speed and style. Donc ça aussi c'est une fierté d'avoir réussi à passer le cap justement et à performer dans d'autres disciplines qui étaient pas que la pump track. Le dual, c'est vraiment spécifique, quand tu vois les Nord-américains rouler en dual, tu comprends que c'est une discipline et c'est culturel, quoi, tu vois? C'est pas Mmh. juste parce que tu es bon en BMX que tu vas y arriver. Ça m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs, je crois que la première que j'ai gagnée de dual, c'est en 2021. Donc tu vois quand même 8 ans plus tard, quoi. Mmh. Et speed and style, il faut faire des figures au milieu, il faut faire des backflips, lâcher les mains avec les pieds attachés, se rouler en pédale auto en plus, tu vois? Donc non, c'est aussi quelque chose dont je suis fier d'avoir réussi à me diversifier aussi techniquement et d'avoir, rattrapé le niveau sur d'autres disciplines. La A-Line, j'ai quand même gagné la RDH, à Whistler. Moi, c'était, un rêve, mais un rêve, ultime, quoi. Je pense que c'est la course dont je suis le plus fier Alors parce pour que voilà, préciser, c'est pardon, mais quand même pour préciser ce que c'est que la RDH et la A-Line, tu peux nous définir le profil quand même de la piste? Parce que bah, c'est la piste la plus connue au monde déjà pour commencer. La mmh, A-Line, si tu veux, c'est la piste qui est le plus roulée, à Whistler, qui est la mecque du VTT. C'est Ouais, c'est la piste bike park en tout cas, la plus connue du monde et après, ouais, ça en gros, c'est une jump line, c'est ultra rapide. Tu peux tout sauter sans pédaler, mais bon, la course, tu pédales partout, donc en mmh. fait, tu fais que des overshoots sur toutes les tables. Je pense vitesse max, tu dois être pas loin des 65 km/h, 70 à la partie la plus rapide et c'est 4 minutes, 10 de fort cross, quoi.
à 60 km/h. Donc ouais, c'est un gros morceau, c'est un gros morceau. Et tu as le jour de la RDH à Whistler, tu as tous les meilleurs descendeurs, tous les meilleurs gars du dual, tous les meilleurs BMXers, tu as tous les meilleurs, quoi. Jared Graves, il l'a gagné. Brian Lopes, il l'a gagné 4-5 fois. Steve Smith, Mikana, Blanky, tu vois, ça, c'est les noms des gars qui ont gagné. Mmh. Alors, ouais, que du gros, quoi. Donc, ouais, ça, c'était vraiment un cap dans ma carrière, carrément. Mmh. Carrément. Ouais. Ouais, j'imagine que quand tu accroches le le petit trophée, tu dis: «Ouais, OK, c'est cool, quoi». Ben, je sais même pas où il est, sincèrement, le trophée, je sais pas où il est. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est gravé dans ma mémoire, Mmh. d'arriver à mettre mon nom, tout là-haut avec les meilleurs mondiaux de la discipline, c'était ouais, comme je te dis, ça, c'est vraiment, la course dont je suis le plus fier, je pense. Mmh. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait une bonne raison pour laquelle tu t'es pas, spécialisé? Tu aurais pu, tu nous parles du slalom, tu nous parles de la pump track, tu nous parles de descente et tout. Hem, Toi, à la base, tu voulais à chaque fois tout faire? Est-ce que c'était une volonté Bah ou? en fait, si tu veux, je venais de 13 ans de BMX race et tu peux pas faire plus spécialisé, quoi. C'est un sport qui est super intéressant, mais quand tu fais le tour du truc, c'est un peu monotone, c'est tout le temps la même chose, hein. Donc en fait, pour moi, découvrir ce monde du VTT qui est beaucoup plus large, en plus avec, les crankworx à une époque où c'était, vraiment ultra fleurissant et tous les parcours étaient incroyables. Tu arrivais à Whistler, ou même aux 2 Alpes, tu arrivais sur un crankworx, c'était le plus beau dual que tu avais jamais vu, la plus belle pump track, le spin and style incroyable, donc tu étais à Disneyland, tu avais envie de tout faire. Comme je te dis, j'avais un gros gap à rattraper, techniquement, donc moi ça me servait d'entraînement, en fait. Tu vois, je m'entraînais pas, les 2-3 premières années de ma carrière, moi je m'entraînais pas spécifiquement en VTT. Je roulais toujours en BMX, en champ de boss, un peu en race. De temps en temps, je faisais du VTT à droite à gauche, mais j'allais même pas en station ni quoi que ce soit. Mon entraînement, c'était les compètes. Donc en fait, je m'inscrivais sur tout ce que je pouvais m'inscrire et je faisais ça, quoi, directement, la compète. Et non, et en fait, il y a eu aussi le fait qu'à partir de 2016 ou peut-être 2015, il y a eu le titre de King of Crankworx qui était apparu et c'était le cumul de toutes les disciplines. Donc en fait, moi, je faisais les voyages, je faisais surtout les Crankworx, bah, ça valait le coup d'essayer de marquer des points et dès la première année, j'ai failli gagner. Donc si tu veux, j'étais dans les points pour le King of Crankworx et ça m'a poussé, obligé, motivé à me diversifier, quoi, Mmh. carrément. Le seul truc que tu as pas fait peut-être, c'est le slopestyle? Slopestyle, non, j'ai eu la chance de pouvoir rouler les parcours, Ouais. un peu, en mode pirate derrière, Yannick et Thomas, après ou avant la course, j'ai eu 2-3 opportunités de rouler les parcours, mais non, après il fallait vraiment spécialiser, apprendre beaucoup de figures. Moi, j'avais les basiques, si tu veux, je savais faire un backflip, un 3-6, un peu lâcher les mains et les pieds, mais quand je suis arrivé là, c'était déjà un niveau de fou, quoi, tu vois? Il fallait faire que ça. Ouais. Et puis il y avait le fait que quand moi j'étais super motivé pour apprendre des figures, mais c'est un peu incontournable de se blesser au final, tu vois? Dès que tu commences à faire des tail whip et tout, tu te fais vite des chevilles et cetera. Et je me suis fait mal une paire de fois et je me suis dit: «Ouh là, non, attends, je vais déjà faire ce que je sais faire. Je vais déjà essayer d'aller vite en dual, en pump et cetera, et les figures, on verra plus tard», et du coup, c'est toujours resté un peu sur la touche, quoi. Mmh. Mais ouais, il y a un moment où j'ai même rêvé de ça, quoi. J'ai même, rêvé de faire du slopestyle, tu vois? Bon, Pas de donc limite, le gars. pas de limite le gars, donc tu t'es pas trop spécialisé, mais il y a quand même un truc où tu t'es dit: «Ouais, là, c'est peut-être pas mon ouais, c'est peut-être pas mon Non, domaine». c'était Ouais, trop de travail, trop loin de ce que je savais faire, quoi. ouais. Est-ce que tu avais, des gens qui est-ce qui te faisait rêver à l'époque? En rider, que ce soit français ou US? Bah, il y a différents styles, mais tu vois, déjà, ce qui me faisait rêver, c'était mes potes, quoi. C'était Yannick, c'était Thomas, parce qu'on venait un peu de la même école. Thomas Lemoine, moi, je le connais depuis qu'il a 8-9 ans. Je le voyais, c'était un gamin, il faisait de la race,
en même temps que moi, et ça me faisait rêver de voir que eux, ils avaient vraiment entamé une carrière pro, ils avaient du gros sponsor assez solide et ils en vivaient. Donc ça me faisait rêver en fait de pouvoir le partager avec eux et de voyager avec eux, d'être sur les mêmes compètes, ça c'était top. Et après comme rider, on va dire star, ben forcément il y avait Sam Hill qui était incroyable pour moi, qui était magique. Jared Graves, j'ai toujours admiré sa polyvalence, tu vois, finale olympique en BMX, champion du monde de four cross, vice-champion du monde de descente, champion du monde d'enduro. Donc Jared Graves, ça a toujours été un exemple. Quand j'étais plus gamin, c'était peut-être, tu vois, un Shane Palmer, pareil, qui te faisait de la moto des neiges, du snow et du VTT. Mais ouais, voilà, quelques inspirations comme ça, mais surtout mes potes, quoi, parce que c'était plus près de ma réalité, quoi. C'était mes collègues et puis ils le faisaient, quoi. Donc je me disais: «Pourquoi pas moi? Moi aussi je veux le faire et je veux être avec eux», tu vois? À quel moment le switch, s'est fait? À quel moment tu as eu envie de faire des courses urbaines? Ça, c'est venu, je pense en fin 2016. Je fais la Rampage en tant que shaper avec Antoine Bizet, qui Mmh. m'invite à faire partie équipe avec lui pour sa ligne. On fait ça d'ailleurs avec Mimi Granieri, le petit frère de Yannick. Mimi, Antoine et moi, on fait sa ligne. Il fait son premier double backflip en compète. Il fait 2, donc c'était vraiment un succès pour tous les 3. Super content. Et je sais pas, en parlant un peu de tout, de rien, il me dit: «Ouais, le mois prochain, je vais à Taxco, nani nana». Et je dis: «Taxco, mais c'est la course urbaine et tout, ah c'est incroyable ça et tout». Et je lui demande un peu sans espoir: «Est-ce que tu crois qu'il y a moyen et tout?» Et Antoine, il me dit: «Bah, bien sûr, moi je te fais inviter direct, tu veux venir? Viens». Je lui dis: «Attends», mais il me dit: «Ouais, ouais, les gars, ils sont super cool et tout, je leur demande, je leur dis et tout». Et en fait, comme ça, et je me fais inviter à Taxco grâce à Antoine, et c'était ma première course urbaine, et ça, c'était, ouais, fin 2016, il me semblait. Donc pareil, un peu un coup de cul, quoi, tu vois, de pouvoir accéder à ça, mais ouais, j'étais au bon endroit au bon moment. Et derrière, je crois que quelques mois plus tard, j'avais été contacté par, Victor qui est le créateur de Valparaiso, et qui m'avait vu, sur l'écran Quarks et cetera, qui avait vu un peu mon niveau et qui m'a invité aussi à faire Valpo, et en fait, ça s'est lancé et j'ai commencé à faire toutes les courses urbaines que j'ai pu, quoi. Mmh. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a accroché vraiment? Bah, le premier truc, je pense, que c'était une discipline que moi je regardais derrière mon écran quand j'étais ado, tu vois? Sur YouTube, Mmh. nous c'était ça au début, hein, internet, c'était, l'ordi déjà, c'était pas sur le téléphone, et c'était aller sur YouTube et taper, Travis Pastrana, X Games, et cetera, et dans tout ce mélange de vidéos, de sport extrême, il y avait les courses urbaines. Et moi, ça me faisait vriller, quoi. J'étais là: «Waouh, mais c'est incroyable dans la ville et tout». J'avais toujours fait du BMX dans la rue, tu vois? Fait un bunny up au-dessus de 3 marches, roulé sur un muret, j'avais toujours un peu fait ça, tu vois? Donc là, avoir une vraie course organisée avec des VTT dans la ville, c'était un rêve. Donc ouais, j'étais attiré à fond par ça, quoi. Mmh. Ouais. Mais du coup, ta première expérience, comment tu vis ça? Parce qu'il y a quand même un petit gap entre, OK, tu regardes ça à la télé, c'est cool, et tu arrives dessus, tu roules, comment ça se passe? Ben, déjà, c'était la première année où j'avais un vélo DH à moi. J'avais 23 ans, du coup 2016. J'avais déjà le vélo qu'il fallait, tu vois? J'avais un vélo Mmh. DH. Je roulais pour Norco, et je me dis: «Bon, mais attends, il faut déjà, faut que je roule dans des marches, quoi. Il faut que je roule quelque part, il faut que je fasse un truc». Donc je vais à Carpentras, on a une ligne de marche qui ressemble un peu à quelque chose. Donc on y va de nuit et j'essaye un peu de sauter des doubles, comme je peux dans les marches et tout, capter un peu, mais bon, 3 fois rien, et puis après j'y vais, quoi. J'arrive là-bas, et je me souviens, j'arrive à Taxco et j'avais l'impression que la ville, elle est faite sur un mur, c'est raide, mais raide, raide, raide. C'était impressionnant à quel point c'était raide. Donc super gravity la piste, que de la roche volcanique au sol, genre de pavé super glissant, super lisse. Parce que si tu veux, tous les véhicules qui roulent là-bas, ils font que patiner, quoi. Donc tout est poli, et des méga modules, où tu sautes du 2e étage, tu atterris dans le jardin, tu ressautes d'un autre toit dans la rue, que des trucs, ouais, Hot Wheels, parcours Hot Wheels. Et en fait, j'arrive là-bas, je dis: «Waouh, solide».
Et, et je crois que j'ai dû prendre la roue de, à l'époque, ça devait être Rémi Métayer, tu vois, il y avait Johan Barelli, il me semble aussi. Et en fait, j'ai suivi les gars et puis let's go, quoi. Il faut y aller. Et puis, une fois que j'ai fait la descente en entier, que je suis arrivé en bas, après, c'était parti, quoi. Mmh. Mais ouais, très, très cool expérience. On en a parlé un peu avec, Johan, Barali et puis avec qui d'autre? Je sais plus, mais en gros que les réglages des vélos, ça a rien à voir avec ce qu'on peut connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement comment tu règles ton vélo? Comment tu le prépares? Et puis que tu nous parles aussi un peu du vélo avec lequel tu as roulé là? Eh bien, c'est ça qui est un peu intéressant aussi dans l'urban, c'est que chaque ville a déjà des caractéristiques très, très différentes. La surface sur laquelle tu roules peut être, comme je te disais, à Taxco, très glissant sur du pavé, lisse, ou du béton, super rugueux. Donc bon, déjà, il y a plein de choses à mettre en place en fonction déjà du revêtement. Et après, pareil, la config de la piste, il y a des courses urbaines où tu vas rouler assez sensiblement, proche d'une course normale, donc assez mou, suspension assez sensible et cetera pour choper du grip. Et après, dès que tu commences à tomber sur des pistes où il y a vraiment du saut dans les marches et cetera, où il y a des grosses compressions, là, c'est presque vélo rigide, quoi. Tu gonfles tout à bloc, pour pas bottom out et surtout pour pas créer de retard entre le moment où le vélo, il s'écrase et il se redécompresse parce que souvent, c'est pile au mauvais moment et ça t'envoie sur l'avant. Donc, tu roules très, très, très gonflé, quoi. Pour résumer, c'est ça, c'est que sur les pistes, en tout cas actuelles, et du World Tour, tu roules très, très gonflé. Mmh. Il y a aussi Heu souvent des grosses relances, tu vois, qui font quand même la diff, sur le chrono. Donc tu veux pas, avoir à traîner une saucisse, donc tu gonfles pas mal quand même, ouais. c'est quoi les pressions dont on parle là? Beh, moi là, j'ai un Vivid derrière et une Fox 40 devant. J'ai, 350 PSI derrière et 150 devant avec 4 tokens. Voilà. 350 PSI à l'arrière. OK. Ouais, Ouais, alors rappelle-moi ouais, ton poids? 80, 80, OK. Parce qu'il y a un Thomas ouais. Lemoine déjà qui En gros, disait qu'à la Rampage, il mettait 300. Là 350, tu vraiment au bout là. ouais, tu l'utilises, hein. Oui. Moi, tu vois, en bas de la descente, il va me rester 3-4 millimètres de marge, mais j'utilise vraiment l'amortisseur, quoi. Donc ça tape très fort. Et et qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, c'est aujourd'hui, je peux pas rouler avec moins, quoi. J'y arrive pas. Mmh. C'est sketchy et tout, donc ouais, c'est des pressions assez élevées quand même, hein. OK. Les vélos, ils prennent cher quand même. Ils prennent Heu, cher. Parle-nous un peu de tes pressions de pneus et type de pneus roue que tu mets. Bah, ça, c'est presque la partie la plus intéressante parce que pour le coup, ça s'adapte vraiment à chaque course et il y a pas un pneu qui marche pour tous les urbains. Il y a le DHR2 qui est très polyvalent, parce qu'il est assez roulant, tu vois? Si tu l'utilises en 2-4, il est assez roulant et à la fois, il a un super grip. Donc DHR2, on va dire, c'est un peu la base pour l'urban, ça passe un peu partout. Donc Maxxis DHR2. Maxxis, voilà, ou quelque chose qui ressemble, mais ça Ouais. marche bien. Et après, dernièrement, tu vois, je suis allé sur des gommes, encore plus dures parce qu'il y a Max Grip, Max Terra. Moi, j'utilise quand même plus souvent Max Terra. C'est Mmh. un peu plus roulant et puis les courses, qu'on fait, c'est souvent soit en été, soit en Amérique du Sud où il fait très chaud. Du coup, la gomme, elle évolue un peu, tu vois? Quand il fait très chaud, le Max Grip, ça devient inroulable, c'est tout mou. Peut-être pour un pilote plus léger, ça marche, mais pour moi, je sais que ça roule sous la roue, tu vois? Donc, Max Grip, je suis pas fan. Max Terra et dernièrement, carrément, les pneus que personne roule, ma Agressor, donc ça pour l'arrière et Dual Compound, genre le pneu pas cher, quoi, tu vois? Et ça roule mais super vite du coup. Ça roule super vite, super bon rendement et après, bah, le grip, c'est un peu c'est un peu moyen. Mais bon voilà, tu fais des concessions, la stratégie, tu choisis où tu veux gagner, quoi. Et en pression? Pression, voilà, sur les urbaines, encore une fois, du World Tour, je dois être à 2,7 derrière, 2,2 devant. Allez. Ah ouais. Voilà.
Ça peut être un peu plus s'il y a pas besoin de trop de grip et après, il y a eu des cas de figure, tu vois? Par exemple, j'en ai gagné une à Montserrat, à Bogota. Là, c'était très différent, c'était que de la pierre, quasiment que des marches, il y avait pas de plat, tu étais tout le temps dans des marches, tout le long pendant 4 minutes et là, tu avais besoin du grip donc ouais, je roulais beaucoup plus dégonflé, beaucoup plus mou pour justement, moins me fatiguer et garder le grip sur tout le long de la descente, mais c'était vraiment une course à part, quoi. Mmh. L'urban, c'est quand même très gonflé. Tu peux nous parler peut-être de tes roues? Est-ce que tu as un setting particulier? Tu roules Les roues, en c'est 29-29 déjà? alors j'ai beaucoup roulé en 29-29, c'était ce que j'avais. Là, ça fait 2 ans que je roule en mulet. Pour l'urban, c'est quand même super confort, dès que tu fais un peu des sauts, dans les marches et tout, la roue arrière, elle rentre mieux, si tu veux, dans les transitions un peu courtes et tout. Tu as plus de place pour les fesses. Donc et tu ressors plus vite aussi on a des épingles très serrées, un peu là, des angles de rue ou des fois quand tu rentres dans les maisons, c'est très serré, tu ressors avec petit coup de pédale super explosif, c'est bien d'avoir une plus petite roue à l'arrière. Donc maintenant mulet, je suis vraiment fan du mulet. Après tu vois, on a une course à Gênes qui est très rapide pour le coup, je roule en full 29. OK. Donc ça change un peu à toutes les courses, mais ouais, sinon mulet et les roues, bah, c'est un peu une galère. Il y a pas de solution magique. Je casse beaucoup de roues, quoi. Tu casses Je casse beaucoup de roues. beaucoup de OK. roues. Ouais, Tu roue arrière, alu ou carbone? alu. Alu. Alu, j'ai eu carbone, mais là non, c'est plus possible. Je pense que je roule plus vite qu'avant et je fais des sauts aussi que je faisais pas avant. Donc je stresse plus les roues, mais ouais, c'est dur de garder des roues en bon état quand même. Mmh. Insert? Non, non, pas avec ces pressions, au final, ça sert Ouais. à rien. OK. Ça sert à rien parce que tu es tellement gonflé que tu rajoutes juste du poids dans ta roue et même j'ai la sensation que quand j'ai utilisé des inserts, j'ai plus facilement cassé les roues. Parce qu'au final, tu viens mettre de la pression sur la roue plus tôt, quoi. Tu Ouais. vois, vu que tu as moins de place entre ton pneu et ta jante, dès que tu commences à mettre un gros choc sur l'insert, ben ça va direct sur la jante, quoi. Bah, En tout cas, alors, la pression, elle se fait sentir, quoi. on en a parlé avec, Friso, de chez DT, Frido Lorscheider Ouais, de chez DT et il nous avait expliqué à l'époque, je vais vous remettre les liens dans la description, mais en gros, il disait déjà d'une, ça réduit le volume d'air, donc ça augmente la pression. En ouais, fait, la pression augmente plus vite, un petit peu comme, un ouais. système de token, en fait, que tu mets dans ta fourche. C'est ça, ouais, Donc c'est déjà, ça. il y a ça et après l'autre facteur, c'est, vu que tu as un insert, tu as l'impression que ta jante, elle est protégée, sauf qu'en fait, ton insert, il se coupe avec les chocs, en Ouais, fait et donc ouais, ouais. à des moments, en fait, il peut, donc d'une part augmenter la pression et d'autre part, en fait, il peut être abîmé alors que tu penses qu'il est neuf, enfin Qui est pas neuf, nickel, mais qui fait le taf. Donc en fait, voilà, deux facteurs qui font qu'effectivement les inserts peuvent, surtout à haute pression, surtout avec les pressions, que tu mets, ça peut ouais, être, endommager la jante avoir un plus qu'autre chose, quoi. c'est ça, je pense les inserts, c'est vraiment très cool dès que ça roule des pressions basses, quoi. Dès que tu as des Mmh. pressions très basses, que tu veux garder vraiment beaucoup de grip, qu'il y a pas de gros chocs, mais c'est plus du petit choc répété, là, c'est top parce que tu t'enlèves de l'air et doum 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 doum, tu tapes sur l'insert, tu t'abîmes Mmh. rien. Il y a des cas de figure où ça peut être cool, mais sincèrement, sur l'urban, en ce moment, moi, je mets tellement de pression que aucun intérêt. Bah, de cette Juste du année, poids en ouais, plus, quoi. c'est Juste du OK. poids en plus. OK. Parle-nous un peu de ton vélo, et de la marque d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas une marque qui est hyper connue en France. Je crois que c'est plutôt, Non, ben alors du coup, allemand, autrichien. Vas-y. c'est suisse-allemand, c'est Suisse-allemand. Bikes. Mmh. Bikes, c'est une marque qui a plus de 20 ans, qui est surtout, spécialisée dans le cross-country. Ils ont d'ailleurs un super team de cross-country coupe du monde. Ils ont fait quelques podiums, ils sont assez solides en cross-country et ça fait 2 ou 3 ans là, bah, du coup, depuis que j'ai commencé avec eux, qu'ils s'ouvrent un peu à d'autres disciplines, notamment l'enduro. Ils ont un très joli vélo d'enduro et on a commencé, doucement à développer un prototype de DH qui est le vélo avec lequel je roule maintenant et donc voilà, marque, assez intéressante. C'est une petite marque mais qui a quand même, beaucoup d'expérience et de connaissances. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Dans une discipline un peu loin de la mienne, c'est clair, mais qui petit à petit, mettent leurs connaissances à profit, des disciplines,
un peu plus gravity. Donc le vélo de DH avec lequel j'ai roulé à Valpo, c'est la deuxième version du Proto. Et en gros, le système, c'est vélo alu assez simple. Géométrie moderne, ça ressemble beaucoup à un Santa Cruz sur les dimensions, on va dire, pas le fonctionnement de la suspension, mais je crois que les dimensions, c'est quasiment le copier-coller du Santa. En position moyenne, on va dire, parce que le Santa a plusieurs positions. Et il y a un système de plaques latérales qui remplacerait, ça serait quoi, le seat tube, en fait. OK. Qui sont des plaques découpées au laser sur lesquelles tous les points importants du vélo viennent s'accrocher, c'est-à-dire les points de pivot de la biellette de l'amorto, le chainstay, le triangle avant, le bottom bracket, tout s'accroche en fait sur ces plaques latérales. Donc en gros, le concept, c'est on fait 3 plaques latérales différentes et on modifie quasiment toute la géométrie du vélo. Et en termes de production, c'est beaucoup plus facile à faire. C'est juste de la découpe 3D. Et en termes de coût, ça vaut 200 balles quoi, de faire un vélo différent au lieu de à chaque fois recréer un vélo complet. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant dans toute la partie développement. Et c'est intéressant aussi pour moi quand tu voyages quoi, et que tu vas sur des courses que tu connais pas. Tu prends un vélo, 2 jeux de plaques, de ces plaques, fameuses plaques latérales, et tu as 2 bikes, quoi. Tu as 2 bikes, si tu en prends 3, tu as 3 bikes. Donc Et ça, c'est cool. pardon, tu dis tu as 2 bikes ou 3 bikes. Concrètement, donc tu changes la géométrie. Ouais, Qu'est-ce que ça change d'autre? Parce que, par exemple, on a vu le Orbea, le Ryan, ouais. où tu peux avoir un vélo d'enduro et un vélo de descente avec le même cadre, globalement. Et là, celui-là, le tien, qu'est-ce que ça change d'autre que la géométrie? Mmh. Ça change surtout la géométrie, comme je te Oui. dis, selon, comment la forme de cette plaque et là où les points d'accroche sont positionnés, tu vas raccourcir le triangle arrière, rajouter ou pas de la progressivité sur ta biellette de suspension. OK. Baisser ou lever ton bottom bracket, qu'est-ce que tu peux changer d'autre? Aussi ça peut faire varier aussi du coup ton wheelbase, ta longueur de ton empattement de vélo. Ça Mmh. fait quand même pas mal de points quand même, que tu peux modifier et sans trop de galère quoi. C'est assez facile, c'est quelques vis. On mettra les liens vers ton Ouais, Insta, pour on a un joli bike check sur Pinkbike en plus qui est ah sorti, bah, il y a pas longtemps, donc allez, on voit les photos bien comme il faut. on mettra les liens. Heu, c'est un vélo de descente, avec, du coup plusieurs géométries. Hem, est-ce que quand même il y a une spécificité sur ce vélo? Ou en tout cas, est-ce que tu as des besoins spécifiques avec ce vélo pour la DH urbaine que, on va dire, un pratiquant de descente n'a pas? Mmh, pas vraiment, parce que d'une part, c'est un vélo que j'ai reçu, tel quel. Moi, j'avais pas été vraiment concerté avant la première version, donc j'ai Mmh, reçu ce vélo. Moi, très content parce que ça faisait 1 an et quelques que je roulais avec des vélos d'enduro en carbone qui voilà, c'était pas fait pour, c'était des vélos heu, très légers avec une double T. J'en ai mmh, cassé quelques-uns, tu vois? C'était pas fait pour, j'avais en plus, quand je roulais en 200, ça faisait trop de bras de levier, tu t'es passé mmh, la taille constructeur qui te préconise, tu sais, entre ta roue avant et ton headset. Il y a une longueur à mmh. pas dépasser souvent parce que tu fais trop de bras de levier. Ouais. Bref, je cassais tous les vélos en carbone. Je me suis fait très peur quelques fois. Je me suis jamais fait mal, par chance. Et là, j'ai reçu ce vélo, alu qui avait l'air super massif. Donc, moi super content. C'est le vélo le plus grand que j'avais jamais roulé. C'est un vélo en L. Je te dis, c'est comme un Santa en L, on va dire en position médiane avant-arrière. Moi, j'avais toujours roulé qu'avec des minuscules vélos et là, je monte sur ce camion et c'était pile l'époque où on ouvrait la Black Garden aux Deux Alpes. Putain, je roulais mais comme une fusée, quoi. J'avais l'impression d'aller, plus vite qu'avec mon ancien vélo, sans prendre de risques, quoi. Genre, contrôle, stabilité et tout, donc ouais, ça a vraiment été un game changer pour moi et de cette base qui est quand même assez simple parce que c'est un four bar, ça ressemble un peu à tous les four bars que tu peux avoir. Il y a beaucoup de Mmh. gens qui ont dit qu'il ressemblait au GT de DH, tu vois, le bike. Le Fury, ouais. Donc Mmh. ouais, un petit Ouais. peu ou Giant ou ce genre de bike-là et donc moi, je me suis senti super bien sur cette première version. Donc j'avais pas trop envie de changer quoi que ce soit, si ce n'est que voilà,
très pour mon point de vue, très grand en vélo, gros empattement de roue à roue et comme je te disais, les courses urbaines, il y a beaucoup de petits trucs tricky, un peu lents, tight, où il faut quand même sortir, vite, quoi et là, je sentais que le vélo allait être un peu pâteau. Donc j'ai demandé justement ces fameuses plaques latérales pour raccourcir le chainstay. On a fait un chainstay de 445, ce qui est pas non plus ultra court, mais ça me convenait bien et c'est tout ce que j'ai fait quasi sur le bike, quoi. Après le reste, ça a OK. fonctionné. J'ai quand même cassé les 2 premiers au niveau de la colonne de direction parce que je pense que justement ces plaques, elles apportaient énormément de rigidité, sur le milieu du vélo et du coup, bah, c'était l'avant qui pêchait un peu. En plus, j'ai une Fox 40 donc si tu veux, c'est pas la Forge qu'elle est pliée Mmh. et donc j'en ai ouvert 2 à la colonne de direction. Ils ont juste rajouté un joli renfort, en plus, à la colonne et puis il y a plus jamais eu de problème, en fait. Donc non, j'ai pas à modif grand chose, hein. C'est un vélo assez simple OK. qui fonctionne bien. Explique-nous un peu ta préparation. Parce que tu m'as raconté quand même que pour, pour gagner en vitesse, tu avais pris du poids et tu avais pris Ouais, combien? j'ai dû prendre, 6 kilogrammes, ouais, 6 6 ou 7 kilogrammes. kilogrammes. Ouais. Alors tu peux Ouais. nous expliquer pourquoi et comment? Bon, alors déjà, il y a un facteur, c'est que dans tout ça, c'est que, bah, dans notre discipline de DH urbaine, celui qui est, le boss du boss, c'est quand même Thomas Slavik, qui, a gagné quasiment toutes les courses urbaines qui existent, dans plusieurs, à plusieurs époques, tu vois? Il a roulé à commencer en fait avec, Philippe Polk et ces gars-là qui étaient déjà très, très forts. Il a connu un peu il a un peu tout l'historique, on va dire, de la course urbaine et il a toujours très bien performé et dernièrement, enfin même aujourd'hui, tu vois, il gagne quasiment tout, quand il a pas de soucis et le gars, il fait 92 kilogrammes. Donc si tu veux, bon, tu te dis, il doit y avoir quand même quelque chose et et hem et on s'entraîne beaucoup ensemble et cetera. On fait souvent les séances de training ensemble d'ailleurs, on s'entend très bien et bon, ouais, c'est toujours un peu kiff-kiff. C'est clair que le poids, il y a des endroits où ça l'avantage un peu, des endroits où ça le désavantage quand tu prends les impacts notamment et cetera, que tu sors d'un endroit sans trop de vitesse, faut quand même tirer ton poids, même si tu es puissant, faut les emmener, les kilos et là arrive, l'épreuve de Genova, de Gênes, c'est Rovapro. Là, on fait les trainings ensemble et il se passe un truc que j'avais jamais vécu, c'est-à-dire que je suis derrière lui, dans son aspi et là, on prend les rues, tout droit où tu as rien à faire, en fait, si tu pédales plus vite que ce que tu peux pédaler. Donc, tu es en position de recherche de vitesse, tu es en planche, tu fais rien, tu vois? Et là, en fait, il disparaît. C'est-à-dire qu'il commence à partir. Je suis derrière lui dans son aspi, il me décolle et il prend pas 20 mètres. C'est-à-dire que petit à petit, il disparaît et j'arrive plus je le vois plus, quoi. Et on fait 1 rue, 2 rues, 3 rues. Au bout d'1 minute de ride, il est plus là, il est parti. Là, je dis: «Putain, c'est pas possible, mes roues, elles tournent, je pédale pareil que lui à l'entrée de la rue, comment c'est possible? On fait rien, il me dépose», tu vois? Et donc là, je me dis: «Waouh, il y a quand même un truc» et le seul facteur, bah, c'était le poids, quoi. Il y avait que ça qui pouvait, faire la diff et je veux bien que tu aies des roulements un peu mieux ou des trucs comme ça, mais bon, c'était surtout le poids et là, je me dis: «Waouh, spécialement pour Genova, il faut que je sois lourd, quoi». Tu vois, pour cette course en particulier, il y a pas à chier, il faut que je sois lourd, que je laisse mon bike, il faut que je fasse un truc, mais il faut que je sois plus lourd. Heu, Mélangé à ça, je deviens papa. Donc ça, je crois que c'est un peu scientifiquement prouvé que souvent les papas, ils font une petite couvade, quand la maman tombe enceinte. Donc moi, je crois que ça en tout cas, ça a fonctionné. C'est la période exactement où j'ai pris du poids. J'ai continué à m'entraîner normal et tout, mais j'ai pris de la masse, alors c'est quelque chose qui était toujours très difficile pour moi. Toujours été un peu coincé à 75-76 kilogrammes, entraîné et là, je suis arrivé jusqu'à 82 quoi, donc assez magique et c'était tout ce timing, c'était, l'approche de Genova quoi, de Genova, des 2 Alpes, de toutes les courses urbaines qui arrivaient et cette année, avec mes 6 ou 7 kilogrammes de plus, je gagne aux 2 Alpes, je vais à Vigo, je gagne à Vigo, Genova, je fais 3, je manque de gagner quasi. Là, je me dis: «Ouais, le poids, ça marche quand même». Tu vois,
le poids entraîné, hein, bien sûr, pas les burgers, mais Mmh. je me dis, il y a quelque part, ça doit m'aider, c'est pas possible, tu vois? Et hem et ouais, je pense que si tu arrives à faire servir ce poids, si tu te coinces pas, que tu arrives à te servir de ton inertie, bah, c'est clair que sur 2 minutes et demie de course, tous les moments où tu es en position de recharge de vitesse, où tu pédales pas et cetera, tu gagnes. Et si tu veux, moi j'avais ça en tête parce que je l'avais vécu avec Thomas, mais surtout en en termes de stratégie, je me disais: «Putain, c'est le meilleur endroit où tu peux gagner du temps parce que tu prends aucun risque, en fait». Tu fais la même chose que tu fais d'habitude, sauf que tu es plus lourd. Donc tu vois, entre passer super sketchy dans un virage à la limite du grip, ou sauter un trip dans les marches que personne fait pour gagner une demi-seconde et gagner 1 seconde et demie juste en étant plus lourd, moi j'ai vite fait mon choix, quoi. Je me suis dit: «Je vais quand même essayer d'être plus lourd» et ça a marché, hein, ça marche. Tout pour Et moi, ça marche. pour toi, il y a que le poids? Parce que, enfin, pourquoi je te dis ça? C'est parce que là, je vois sur ton vélo, tu l'as lesté. J'imagine que tu peux mettre, 500, peut-être, 800 grammes ou tu vois, 1 kilo max, quoi. Un Jackson Goldstone, mais 1,8 kg lui. Hem, je me Je sais dis pas si je dois le dire ou pas, ce que ce que je m'apprête à dire, mais ah si, je vais le dire. Bah, à Genova, j'avais 3 kilos sur le vélo. 3 J'avais kilos. Ouais, j'avais un lest de 2 kilos et un lest de 1 kilo de plongée là que tu achètes à Decathlon. Les lests pour faire de la plongée, sous-marine. J'avais 3 kilos sous le bottom bracket. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis en pratique et jusqu'au 4e secteur, donc juste avant qu'on rentre dans les parties un peu plus lentes, serrées, un peu plus plates, j'avais 1 seconde et demie d'avance sur tout le monde. Donc si tu veux, stratégiquement, ma tactique, elle fonctionnait. C'est-à-dire que sur toute la partie rapide de la piste et ouverte, moi il y avait pas match, quoi, je les ai tués et c'était, je pense, moi j'ai bien roulé, je me suis pas coincé, je pédalais fort, j'étais focus et tout, mais je pense que c'était aussi, un très bon match avec mon setting. Donc voilà, je pense pas que je remettrai 3 kilos parce que moi j'ai pris du poids, mon vélo est un peu plus lourd et tout ça, que celui que j'avais. Mais oui, il y a des circuits où je pense que le poids, tu peux aller bien au-delà de ce qui est, de ce que les gens pensent possible, quoi. Bah, l'e-bike, hein, c'est le meilleur exemple. Regarde aujourd'hui, tu prends ton e-bike et tout, tu roules une piste que tu as toujours roulé avec ton enduro, bah, il y a plein de secteurs où tu es plus rapide, hein et tu fais rien en fait. C'est juste tu roules, mais tu es collé au sol parce que ton vélo il fait 27 kilos, qu'à chaque fois que tu pousses, bah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te met un coup de main dans le dos et c'est juste le poids, tu vois? Il y a rien, quoi. Il y a rien de fou, Ouais. c'est juste ton vélo il est plus lourd et ça marche. Ça Parce marche que bien. je me dis, bon, OK, tu as pris 7 kilos. Les 7 kilos, ils sont utiles parce que tu es un athlète, on va dire. Tu es un athlète Ouais, je professionnel, donc m'entraîne, donc moi tu je mange t'entraînes, bien. donc tu manges bien, tu t'entraînes bien. Je me dis, les 7 kilos amènent avec eux, des Non, plus qualités. de watts, ça c'est clair. Ah, Plus c'est de clair, je suis watts, plus puissant. OK. J'ai Mais battu sur tous mes PR à la salle, tu vois? Je pousse plus à la salle, donc je suis plus puissant. C'est pas juste du poids, c'est clair que, voilà, les coups de pédale, encore une fois, l'urban, c'est quand même très spécifique, tu vois? Quand tu pédales sur du goudron, dans une rue ouverte, tu fais beaucoup plus à mon avis, tu fais des beaucoup plus grandes, différences entre 2 gars qui ont pas la même puissance, quand tu mets des coups de pédale dans la terre meuble, dans une coupe du monde, tu vois? Même en coupe du monde, je pense que les endroits où tu pédales, il doit y avoir des pistes qui pédalent beaucoup, c'est certain. Mais je pense que ça se contrebalance beaucoup avec d'autres choses, tu vois? Avec les racines, les impacts répétés, la boue, le virage qui a explosé parce que le gars d'avant, il a cassé le virage. Nous, la piste, elle change pas, si tu veux. Donc du moment où tu fais ton premier jour de training à la finale, ton seul frein, c'est toi. Tu peux à chaque fois aller plus vite. Donc si jamais, tu arrives à faire servir ton poids, encore une fois, tu vas pas être, désavantagé comme un Bruni qui arrive dans un off camber et qui se fait embarquer par son poids parce qu'il y a plus d'appui et qu'en plus il a pris 3, 4, 5, 10 secousses parce qu'il y a de la racine, tu vois? C'est un peu différent aussi. Nous, c'est quand même assez lisse, il y a de la grosse compresse
Ça compresse très fort dans les marches, dans les transitions qui sont très carrées, très, très pointues. Mais après, le reste du temps, ça roule, quoi. Donc, c'est clair que ce poids, il peut t'aider. Si toi, tu es assez bon sur ton freinage et que tu arrives à aller à la limite du grip et passer sans te coincer, ben, ton poids, il t'aide tout le long, quoi. Mm. C'est quand même une discipline bien spécifique. Je pense qu'il y a des choses qui se rapprochent beaucoup de l'ADH traditionnel et des choses qui sont quasiment diamétralement opposées, quoi. Parle-nous un peu des risques, parce qu'effectivement, on voit des chutes, on voit des choses. Toi, est-ce qu'il t'est arrivé des bricoles? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire mal? Ouais, bah, ouais, les risques, bah, c'est tous ceux qu'on peut imaginer, pas de zone B, donc Zone quand B, tu pour fais ceux une qui erreur, savent pas, il y a pas de marge de il y a sécurité, on va dire. Ouais. non, il y a pas d'espace dégagé prévu entre les limites de la piste et les spectateurs. On Mmh. va dire en coupe du monde, il y a la piste et puis après il y a une zone B qui, en fait, permet de sortir sans se tuer, quoi. Mmh. Là, il y a pas, c'est-à-dire que la piste, il y a des endroits où elle fait 80 centimètres. Tu passes dans un cadre de porte et soit tu passes pas. Voilà, il y a pas de pas d'alternative. Si tu passes pas, tu laisses ton petit doigt, par exemple, tu te fais sauter le petit doigt, si c'est pas pire. Donc voilà, c'est les risques de l'urban, c'est que c'est pas la piste qui s'adapte à la discipline, c'est les riders qui s'adaptent à la ville, quoi. Mmh. Alors oui, il y a des matelas, il y a des choses comme ça, mais bon, ça n'empêche que tu peux pas tout protéger et que, par exemple, souvent, on roule dans des marches d'escalier, puis tu as une barrière sur le côté. Bah, si tu commences à rouler dans les escaliers, tu peux mettre une main, un bras, une jambe dans la barrière, tu vois? Ça, c'est arrivé, j'ai des copains, ils se sont pété la jambe parce qu'en fait, ça a fait bras de vie, ils avaient le pied dans la barrière. Ils ont pas fait une chute très impressionnante, mais le pied, il passe au même endroit, c'est fini. Les poteaux, les rues, sans parler, bah, des animaux. On signe quand même une décharge sur laquelle c'est écrit noir sur blanc que les animaux font partie du circuit. Donc il y a pas de rerun. Si tu prends un chien à 60, beh, c'est explicitement, dit que c'est à toi de te débrouiller avec le chien, quoi. Si tu veux, l'organisation, elle peut pas se porter garante et dire: «Non, il n'y aura pas de chien». Ils peuvent pas faire ça. Ils sont pas capables de faire en sorte qu'il y ait jamais de chien. Donc les chiens font partie de la piste. Il y en a pas souvent, mais il y en a quand même tous les ans. Tu vois, sur 30 riders, il y a toujours au moins un gars qui se tape un chien, soit aux entraînements, soit en qualif, soit en finale. Ça arrive, quoi. Donc ça, c'est encore un autre risque. C'est marrant parce que, Ouais. ça me rappelle, quand j'ai passé le permis, ou en tout cas le théorique, il y avait une slide, qui disait, qui montrait en gros, une route de campagne avec des poules et notamment des poules, quelques-unes sur le côté et puis une au milieu de la route et en gros la question c'était, heu, je je tourne à droite, je tourne à gauche, je freine ou rien du tout? Tu vois? Qu'est-ce que je fais rien du tout et en fait Ouais. la bonne question c'était, bah, tu fais rien du tout en fait, tu continues. Parce que et la réponse au truc c'était, bah, de pas se foutre en l'air pour une poule. Est-ce que toi, tu as une approche un peu similaire où tu te dis: «Ah mais de toute façon, moi je m'en fous en fait, s'il y a un chien, j'y vais quand même». Enfin j'y vais, Bah, le problème, tant c'est que tu pas en voiture, quoi. Tu es bah, en c'est ça, vélo. oui, oui, oui. Du coup, si tu prends le chien dans la roue avant, tu mort, quoi. Mmh. Donc non, non, mais moi, j'essaie de pas penser à ça. J'essaie surtout à pas penser qu'il puisse y avoir un animal parce qu'il y a des endroits où bon, c'est un peu large et tout, tu t'en fous, tu dévies un peu la trajectoire, ça passe. Mais il y a des endroits, s'il y a un chien, c'est fini. Tu vois, notamment dans les lignes de marche là, tu as 1,20 m. En fait, tu peux pas décaler. Toi, tu es déjà au milieu de la ligne parce que tu dois te rester, je sais pas, il doit te rester 20-30 centimètres de chaque côté. Et s'il y a un chien, ben, je veux même pas savoir qu'est-ce que tu fais. Tu essaies de survivre, quoi, hein, c'est tout. Mais voilà, après, Mmh. les autres risques, c'est aussi les objets. Tu vois, il y a le public qui est très présent, des fois, tu as des bouteilles d'eau qui atterrissent sur la piste, il y a des endroits où c'est mouillé. La mamie, elle arrose ses fleurs sur son balcon, ça coule sur la piste, c'est mouillé. Le public, ça, il y a quand même 50 000 personnes, tu vois, à Valpo, le long de la piste. Ça commence à faire. Les gens, ils sont un peu hystériques, ils se bousculent, machin, une casquette qui peut tomber, des lunettes, il y a tout, il se passe de tout. Cette année, moi, il y a quelqu'un qui m'a touché dans le run final. Je rasais bien, bien les barrières, je m'ouvrais pour prendre ma trage et en fait, les gens, ils veulent tellement faire partie du truc qu'ils mettent les mains, quoi. Et à un moment donné, toi, tu passes à 50 km/h, le gars,
tapes le coude, t'as intérêt à être solide, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, il se passe un peu de tout, ouais. C'est un peu la jungle de ce côté-là. OK. Donc là, cette année, tu as fait 2. Tu peux, nous expliquer un peu comment tu as vécu cette course et qu'est-ce qui fait selon toi alors, tu nous as parlé du poids, mais qu'est-ce qui fait que là, tu étais vraiment, préparé? Valpo, c'est vraiment une édition, très spéciale dans la même discipline de l'urban. D'une, parce que c'est un peu la mecque de cette discipline, c'est là où ça a démarré il y a 25 ans. Donc culturellement, si tu veux, toute la ville connaît cette épreuve, on est des comme des footballeurs, quoi, tu vois? C'est le show qui est attendu toute l'année. La mamie de n'importe quelle mamie de Valparaiso, elle connaît le Cerro Abajo, tu vois? Et en plus de ça, il y a un respect de la discipline, il y a un respect de l'épreuve. Donc il y a ce côté, effervescent du public qui est ultra, déstabilisant. Parce que tout le monde est la ville entière est super excitée, tu vois, de devoir descendre. Déjà, il y a ça, c'est dur à gérer parce que ça se ressent vraiment. Le public est très présent et Tu veux dire que tu ressens de la pression? ah ouais, énormément, Ouais. énormément. C'est l'épreuve, la plus stressante à laquelle j'ai participé, toutes disciplines confondues, hein. C'est vraiment très stressant. Valparaiso, c'est très spécial. Heu En plus de ça, les Chiliens, ils ont un côté un peu, quand tu cours là-bas, tu as un peu l'impression d'être un gladiateur, quoi. Eux, ils veulent voir du sang, enfin, ils veulent pas avoir du sang, c'est pas exactement ça, mais ils veulent voir du spectacle, quoi, tu vois? Donc ça crie, mais ils sont pas là pour te porter. Ils sont là pour te gueuler dessus, tu vois? Donc ça, c'est super dur à gérer. C'est très dur à gérer, le public à Valpo. Après, ouais, pour répondre à ta question, vraiment, c'est le mental, quoi. Mmh. Valparaiso, on arrive, tout le monde, vu que c'est l'épreuve la plus difficile, tout le monde s'entraîne très dur. Tout le monde arrive préparé. C'est très rare que tu aies un des gars qui arrive un peu en dilettante, à moins que ce soit sa première année, mais tout le monde arrive quand même fin prêt. Et en fait, tu es là pour exécuter. Et comme je te dis, il y a énormément de paramètres extérieurs qui te font qui te font trembler, qui tendent à te faire faire des boulettes, quoi. Donc ça, le public, surtout, qui arrive en masse pour la finale, donc ça veut dire que tu t'entraînes et tu fais ta qualif dans certaines conditions et puis d'un coup, c'est comme si on avait allumé le son, tu vois? C'est-à-dire qu'à la limite, la qualif, il y a des gens sur la piste à des endroits bien spécifiques. La finale, c'est un couloir, d'en haut jusqu'en bas, il y a du monde qui gueule. Donc ça, c'est super perturbant. Les bras, comme je te dis, la piste se rétrécit énormément parce que de la barrière que tu vas raser pendant les trainings, pendant ta qualif, d'un coup, il va y avoir 80 centimètres de bras, donc toi, il va falloir que tu te décales. Tu vas plus prendre la même trage, alors que potentiellement, c'est le run où tu vas le plus vite. Et après, la difficulté technique de la piste qui est quand même qui pardonne absolument pas. C'est-à-dire que tu fais une erreur technique, tu fais un par devant dans un set de marche, ultra raide, quoi. Donc tu te pulvérises. Donc voilà, c'est tous ces paramètres, je pense, c'est vraiment la partie mentale qui est la plus difficile à gérer et la plus importante à Valparaiso. Mmh. et comment Au-delà de tout le reste, quoi. Et comment tu t'es préparé à ça? Parce qu'on a vu, enfin, sur ton Insta, tu mets un peu des vidéos où tu montes, tu fais des sets de marche et tout. Comment on se prépare pour un truc comme ça? Ben, c'était ma 6e édition ou 7e édition déjà à Valpo, donc déjà ça aide énormément parce que, j'étais dans les conditions donc que je te décris plusieurs fois et à force de faire un peu le bilan, tu captes un peu là où tu as pêché. C'est vrai qu'avant je m'entraînais surtout physiquement, c'est un endroit où, comme je te disais, si tu pédales fort, tu peux faire la diff dans certains secteurs et maintenir une vitesse plus élevée sur des longues distances. Donc physiquement, c'est important d'être assez explosif, puissant. Il faut quand même tenir les 2 minutes de course, c'est du gros pédalage en bas aussi, donc il faut avoir du cardio. Mais bon, ça, c'est un peu comme dans toutes les courses, on va dire DH. Et après techniquement, il faut arriver à exécuter avec très peu de marge d'erreur dans des endroits très étroits. Donc ça, je m'entraîne, on va dire, tu vois, moi, j'ai la chance là en Espagne où j'habite en hiver d'avoir beaucoup de spots pour m'entraîner et on va dire que les gestes techniques que j'ai à exécuter à Valparaiso, je les fais d'abord sur des lignes de marche qui sont plus larges, où tu vois, potentiellement, je pourrais partir un peu sur les côtés sans me tuer. Et puis petit à petit, j'essaie de trouver des spots qui ressemblent de plus en plus à ce que je vais devoir faire, quoi.
Donc ça a été une des choses que j'ai vraiment mis en place cette année, essayer d'exécuter on va dire les gestes techniques les plus décisifs et les avoir déjà, on va dire, validés avant d'arriver là-bas. Et pas arriver et me dire: «Ah ouais, ouais, je le ferai une fois que je serai là-bas», parce que, tu pas beaucoup de temps de Mmh. training. Comme je te dis, tu as tout le monde autour de toi, le stress de tout le monde. Donc j'ai vraiment essayé de me pousser techniquement à faire des choses difficiles, chose que d'habitude tu essaies d'éviter en urban parce que chaque fois tu t'exposes quoi, donc tu pas trop envie de faire. Là, je me suis vraiment, on va dire un peu obligé à level up techniquement et après, j'ai beaucoup travaillé aussi la visualisation de ce moment, très décisif qui est celui du départ quoi, de la boxe de départ où on te dit 30 secondes, 10 secondes, 5, 4, 3 et ce moment qui est si stressant à Valparaiso, chaque année, il m'a touché, tu vois? C'est chaque année et ça a un impact sur ma descente et là, je me suis dit: «Attends, non, cette année, je veux être là-haut, me sentir libre de faire une descente, relâchée et surtout prendre du plaisir» et donc je me suis beaucoup, visualisé dans ce moment-là, d'être là-haut et ouais, en fait, juste d'y penser, dans mon lit chez moi à 10 000 kilomètres ou je sais pas combien il y en a, peut-être 12 000 kilomètres de la course, ça me faisait stresser. Tu vois? Je pensais à ce moment-là et j'étais en stress chez moi. Donc j'ai travaillé ça. J'ai essayé de me mettre un peu en condition pour que le jour J, j'arrive à me ressentir détendu et que j'ai plus qu'à faire mon boulot, quoi. Et ça, je pense, ça m'a bien aidé. Mmh. C'est ce qu'on appelle de la prépa mentale. Tu as été accompagné ou tu l'as fait juste toi tout seul? Non, je l'ai fait après, en tant que, sportif pro, beh, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de la prépa mentale, de croiser des gens qui en faisaient ou même des professionnels qui proposaient leurs services, mais ça a toujours été un côté que je gérais assez bien et que j'aime bien, que je prends plaisir à faire tout seul aussi, tu vois? Au final, c'est pas si compliqué. Les gens qui ont peut-être besoin plus d'être accompagnés pour ça, mais moi, je sais ce qui me fait stresser, donc au final, en moi, j'ai la solution. Il suffit juste de prendre le temps de déconstruire ce stress, quoi, c'est tout. Mmh. De mettre en place des trucs qui te font relativiser, hein. En gros, c'est comme le stress, c'est comme la peur, quoi. On a tous peur. Après, tu te dis: «Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que je sais faire ce que je m'apprête à faire?» Heu, voilà et surtout à Valpo, vu qu'il y a beaucoup de chutes, dû à tous ces paramètres extérieurs qui te poussent, en fait, à faire des erreurs, il y a le côté, pas dépasser la limite, c'est-à-dire rester dans ton game, tu vois? Heu, Même s'il y a 50 000 personnes qui veulent te faire aller plus vite, bah, non, en fait, tu gardes ton rythme, tu gardes ce que tu sais faire et tu restes dans cette bulle et c'est ça qui est dur à faire aussi des fois en urban. C'est que tout l'environnement te pousse à en faire plus, quoi et c'est là souvent, c'est là où tu tombes, hein, c'est là où tu te fais mal. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à voir un circuit, parce que là, on parle de quand même de grosses organisations, mais est-ce que, voilà, il faut qu'on s'attende à avoir un circuit un petit peu plus continental, local, un peu plus structuré? Bah, petit à petit, ça tend quand même vers ça. Tu vois, Red Bull, ils ont mis en place la série Sewavako qui est un tour mondial avec des étapes maintenant en Europe, chose qui est assez nouvelle parce qu'avant c'était surtout en Amérique du Sud. Maintenant, on a quand même, cette année, on a 2 fois 2 courses à Gênes. On en a une à Stuttgart, en Allemagne, en septembre. Donc, petit à petit, ça devient vraiment plus global. Et c'est un peu la volonté de Red Bull aussi, hein. Je pense qu'ils structurent petit à petit cette série. Il y a d'autres candidats qui sont pas officiellement, validés, mais qui se positionnent pour, 2027, notamment l'Espagne, peut-être même la France, on verra. Mais ouais, clairement, je pense que l'urban, ça prend quand même une tournure un peu différente et que, comme on disait un peu en début d'émission, tu vois, il y a de plus en plus de petites villes qui prennent le pari de faire ce genre d'événement, heu et de faire des courses urbaines, même locales, quoi. Donc je pense que ça pousse petit à petit. Ouais, ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton activité, professionnelle, on va dire, l'autre activité professionnelle. Certains vont dire, Yes. «Non mais
ton vrai métier, parce que bon, Ouais, parce que descendre à 60 dans les escaliers, c'est pas un vrai métier. non, mais je rigole parce qu'on en a parlé avec, tu sais, Alex Rudeau et Nico Fleury récemment et Ouais, sur cette notion de, bah, tu vois, de qu'est-ce que c'est qu'un vrai métier, et le fait qu'eux, ils ont dû pas mal, se pas se battre, mais ils ont dû bien bosser pour faire ouais. reconnaître le fait que le fait de faire du vélo, c'était un vrai métier. Ah oui, oui, oui. Bah, carrément, c'est sûr. Et ben non, mon vrai métier, on va dire, quelque part, ça fait du sens parce que moi, j'ai commencé par créer mon entreprise de trail building avant d'être pro. Donc, OK. en 2012, j'ai monté une SARL. 2012 ou 2011? Je crois que c'est 2012. Et voilà, je voulais faire ça. C'était une de mes aspirations aussi. Je voulais avoir mon entreprise et faire de l'aménagement de bike park, de skill center, pump tracks, etc. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans avec une entreprise. On a repris Vélo Solutions France et Espagne. Donc au début, c'est nous qui avons un peu lancé le pump track en enrobé en France. Donc ça, c'était 2017, 18, 19. On en a fait une vingtaine. Et après, donc en 2019, j'ai arrêté la SARL parce que bon, c'était quand même assez contraignant de faire et chef d'entreprise et sportif pro. J'avais un peu l'impression d'être à moitié partout, quoi. Tu vois, j'avais pas l'impression d'avoir assez de temps pour bien développer mon entreprise et le faire correctement. Et à la fois, j'étais tout le temps un peu lésé sur le manque de temps pour m'entraîner ou faire les voyages dernière minute, aller faire un truc qui a rien à voir. Donc, à un moment donné, c'était un peu trop. J'ai coupé. On a arrêté la société pile avant le Covid. C'est plutôt bien tombé. Et j'ai continué mes activités du coup de trail building en tant qu'indépendant, donc heu, en freelance. Et j'ai commencé du coup à bosser aux 2 Alpes via notre partenariat ambassadeur à partir de 2022. Donc là, ouais, ça va faire 4 ans. Non, j'ai fait déjà 4 ans, pardon, ça va être la 5e année. Là, cet été, ça va être la 5e année où je bosse avec les 2 Alpes. J'ai une partie où je suis vraiment ambassadeur, donc je représente la station en tant que pilote, et une autre partie où je suis aussi intervenant et j'aide à développer le bike park. Donc voilà, pas mal de boulot. Ces 2 Alpes, ça, même si c'est un endroit mythique du VTT en Europe, ça a vraiment pris un gros coup de mou quand ils ont fini les Crankworx. Je crois que c'est 2016, il me semble, ou 2015. Voilà, c'était la CDA, la Compagnie des Alpes, qui était en fin de contrat, si tu veux, sur le domaine. Eux, ils misaient tout sur le glacier. Ils voyaient pas trop l'intérêt de s'emmerder avec le VTT. Ils trouvaient que c'était un produit qui fonctionnait bien. En plus, c'était encore une époque où les 2 Alpes, ça avait la cote, donc il y avait encore du monde, et cetera. Et ils ont dit: «Non, on touche plus rien là, c'est bon, le produit arrive à sa maturité, on met plus de moyens trop sur le VTT». Donc si tu veux, forcément, ça a dégringolé, quoi. La discipline, elle s'est pas arrêtée, elle a continué d'évoluer, les Portes du Soleil, Châtel, et cetera. Ils ont continué à faire des trucs de chaque fois de mieux en mieux. La clientèle, elle est un peu partie ailleurs, ce qui est un peu logique, et les 2 Alpes, ça fait que se dégrader, quoi. Donc c'est devenu un peu vétuste, tu vois? Les designs et tout, c'était plus trop d'actualité. Donc c'était aussi un peu pour ça qu'on a démarré notre partenariat. L'idée, c'était de ramener un peu une vision globale du truc, un peu plus moderne. Faire servir mon expérience, aussi avec tous les voyages que j'ai faits, les 10 années que j'ai passées à Whistler tous les étés, en Nouvelle-Zélande, et cetera, où je voyais des trucs un peu plus contemporains. Et puis mon expérience d'entrepreneur, où j'avais fait quand même pendant des années des pump tracks pour des mairies, et cetera. Je manie des engins, je gère des équipes, donc je savais faire ça aussi. Et du coup, c'était un super match avec les 2 Alpes, tout le monde très content, et ça fait maintenant, je te dis, ça va faire 5 ans qu'on bosse ensemble pour, déjà le premier objectif, c'était remettre à niveau le bike park, enlever tout ce qui était dangereux. Il y a beaucoup de choses dangereuses du fait que c'est un endroit assez pentu où il y a beaucoup de vitesse.
qu'il y a des pistes bleues qui étaient assassines en fait, parce que tu arrivais à balle sur des tables minuscules, un peu à l'aveugle, la piste elle tournait à gauche derrière, enfin il y a des trucs qui faisaient aucun sens. Et donc voilà, éliminer tous les pièges, toutes les choses dangereuses, remettre un peu au goût du jour, refaire pas du tout public parce qu'on est conscient qu'on n'a pas un domaine qui peut accueillir du très débutant. On a une grosse pente et du gros dénive, donc c'est dur de dire allez, on va faire des pistes vertes partout. Ça serait un peu se mentir, mais ramener, tu vois, un bon niveau de piste pour les intermédiaires et plus. Donc voilà, c'était ça le gros objectif. Et puis là, on a fait, je pense, la première tranche. On a passé le plus dur. Aujourd'hui, ça marche. On a des pistes bleues qui fonctionnent, on a 2 pistes vertes qui fonctionnent pas mal. Et maintenant, on essaie de remettre du fun petit à petit dans les pistes rouges, dans les pistes noires, les pistes élites. Donc on est, on va dire, dans la deuxième phase. Petit à petit, on ramène surtout du fun, des modules un peu plus gros, etc. Mmh. Donc voilà, Ouais. très intéressant aussi. Ouais, ouais, carrément, mais en plus, j'ai vu, parce que j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais et c'est vrai qu'il y a des modules ou en tout cas des shapes de pistes qui font un peu rêver, quoi. Est-ce que tu as une intention d'ailleurs quand tu fais ça, de rendre la piste belle? Allez, pour pousser un peu le truc, et utiliser un gros mot genre instagrammable, est-ce que c'est une volonté de faire un bel endroit? À la fin, oui. Dans l'idée, oui, tu as envie que ce que tu construis, ça fasse rêver, mais c'est intéressant ce que tu me demandes parce que tu vois, c'est un peu là où souvent, les gens qui comprennent notre métier de trail leader et les gens qui ne comprennent pas, ils se divisent un peu. Parce que comme je te disais, tu vois, déjà, tu as tellement de contraintes techniques quand tu fais du trail building, en haute montagne comme aux Deux Alpes, que faire un truc, instagrammable, c'est tout sauf efficace, en fait. Parce que il faut déplacer des gros volumes, tu es dans la pente. Ça veut dire que, en gros, pour faire simple, si tu veux faire une bosse de 2 mètres en milieu de piste, sur ton côté, ton talus va faire 5-6 mètres, tu vois? Donc il faut déplacer un volume énorme de terre pour faire une petite bosse, quoi. Donc tu fais pas des bosses, instagrammables partout sur la piste, tu vois? Et la même chose pour les virages. Donc en fait, d'abord le 1er objectif, c'est de faire un truc cohérent. C'est-à-dire que ta piste bleue, elle soit vraiment bleue et qu'elle aille du point A au point B en étant bleue. Ça, c'est déjà le premier objectif. Et c'est franchement pas facile. Comme je te dis, les Deux Alpes, il y a du dénive. Moi, j'ai fait une piste bleue, ça a été mon premier chantier, c'est l'Elite. Elle fait 5 bornes. Donc, si tu veux, 5 bornes, il y a 60 virages, 20 tables. Et toi, tu as quand même un timing à respecter, un nombre de jours de travail à respecter, tu vois. Donc, l'instagrammable, c'est pas du tout la priorité. On a fait cette première phase, comme je te dis, de redonner de la cohérence au bike park. Et maintenant, petit à petit, voilà, on repasse sur ces pistes qui ont déjà une belle base, qui fonctionne, ça freine moins, c'est plus fluide, il y a de la pluie là où il faut qu'il y ait de la pluie. Et on commence à faire justement des choses un peu plus fun et belles parce que voilà, il y a déjà une base solide et on sait où on va pouvoir poser cette bosse, où on va dire: «Allez, on va passer une journée pour faire une table», mais c'est à cet endroit que cette table elle va, tu vois? Et c'est pour ça que c'est super cool parce que j'arrive dans une phase un peu plus cool, quoi. Mmh. Et oui, donc maintenant, voilà, bien sûr, il y a des moments où on va passer un peu plus de temps à vraiment, créer des modules, qui attirent et qui donnent envie de rouler. Mais encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a un travail en amont qui est beaucoup plus important à mes yeux et plus ingrat, dans le sens où il faut arriver à être cohérent, quoi. Ouais. Je te rejoins car, pour avoir roulé aux Deux Alpes pendant longtemps et il y a longtemps, effectivement, c'est pas la station la plus, ouais, accessible, surtout sur le secteur, côté glacier, où c'est effectivement un peu raide, tout ça. Et effectivement, je pense que ces dernières années, il y a quand même eu un déficit de, allez, communication aussi, visibilité, qu'on commence à voir, on commence à voir un petit peu plus de contenu, de gens qui font des belles images et je pense que le travail que tu fais là-bas semble commencer à porter ses fruits. Je sais pas comment tu vois toi le Ben, truc? c'est ça aussi, tu vois? Il fallait quand même, avant de vouloir se montrer, déjà,
revoir la copie. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on arrive dans une phase super intéressante maintenant aux Deux Alpes parce que, le travail commence à porter ses fruits. On a, on va dire, gommé un peu toutes les choses qui allaient pas et on commence à montrer des choses qui fonctionnent bien et puis on n'a pas peur de recevoir nos les clients parce qu'on sait Ouais. qu'on a un truc cohérent à proposer. Donc on va faire à chaque fois plus d'images. Maintenant, on est 3 ambassadeurs. Il y a aussi Hugo Frix-Talent et Isabeau Courdurier. Très Donc bien. tous les 3, je pense qu'on ramène de la crédibilité. Moi, j'ai un programme aussi sur lequel, dans mon rôle d'ambassadeur, je ramène aussi pas mal de pilotes étrangers, notamment d'Amérique du Sud et avec l'aide de l'ASATA et l'Office du tourisme et l'idée, c'est ça, c'était d'abord de ramener des pros et à travers leur communauté, ramener, du touriste, colombien, chilien, argentin. C'est un gros marché aussi là-bas, tu Ouais. vois? Et au final, quand tu fais le calcul, pour un Chilien d'aller faire 2 semaines à Whistler ou 2 semaines aux Deux Alpes, c'est souvent plus avantageux d'aller aux Deux Alpes. Ah oui, oui. Avec, c'est moins cher et avec tous les avantages qui peuvent être, déjà un domaine quand même plus grand, même s'il y a pas autant de pistes et cetera. Mmh. On va pas dire que Whistler, c'est pas bien, mais pas de queue, tu vois? Tu fais jamais la queue, des logements beaucoup plus abordables, la bouffe pareil. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est de pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce qui est super cool aussi avec, les Deux Alpes et la SATA notamment, qui a repris l'exploitation du domaine. Ils ont vraiment les idées claires et ils veulent faire les choses dans l'ordre et c'est pour ça que ça fonctionne, je pense. C'est qu'il y a un moment donné, ils avaient perdu un peu ça. C'est-à-dire que tu avais les Crankworx, tu faisais venir les meilleurs mondiaux de la Mmh. discipline, tu avais un méga slopestyle en bas, mais tes pistes, elles étaient éclatées au sol. Mmh. Donc en gros, tu faisais venir des gens qui constataient que ton bike park il était pourri, quoi. Et Oui. c'est un peu ça qui a planté les Deux Alpes à un moment donné. Et c'est ça qui est en train d'être corrigé. Et je pense qu'il faut s'attendre dans un futur proche à de nouveau avoir du gros event VTT aux Deux Alpes parce Mmh. que voilà, on revoit notre produit, on enlève tout ce qu'il faut enlever, on crée ce qui manque et quand tout est en place, on fera venir de l'event et du monde là-haut et on est pile poil dans cette transition donc c'est super cool. Ouais. Il y a aussi un élément, que moi j'avais suivi, à l'époque, c'est que quand même mine de rien les Crankworx, ça coûte excessivement cher. Enfin ça il y a un budget très, très conséquent pour amener les Crankworx à une destination et que généralement, on va dire une station comme les Deux Alpes, quand elle investit sur le VTT, elle peut pas non plus tout faire. Donc en fait quand elle va, heu, faire venir Crankworx, enfin les Crankworx, elle va peut-être pas forcément pouvoir faire en plus beaucoup d'entretien sur les pistes. Tu vois? C'est pas Ouais. hyper équilibré non plus, quoi. Ouais, encore une fois, c'est une question de cohérence, de stratégie et de savoir vraiment où tu veux aller. Si tu investis énormément dans un événement qui va t'amener de la visibilité, du monde, des clients et que ton produit il est pas au point, bon, tu récoltes, rien, quoi. Mmh. Parce que les gens ils viennent qu'une fois et en plus de ça, bon, il y avait d'autres paramètres, c'est que, oui, déjà l'écran corps ça coûtait cher et de 2, je pense qu'au niveau com, c'était pas au point et on s'est retrouvé à faire des Grands Corses aux Deux Alpes où tu avais, toutes les stars du VTT mondial. Il y avait pas de spectateurs, quoi. Mmh. Et même les commerçants, des Deux Alpes, ils savaient même pas à quelle heure était l'épreuve du slopestyle, tu vois? Enfin, il y avait pas de com. En tout cas, pas la com qu'il aurait dû y avoir et ça a un peu planté le VTT là-bas parce qu'au final, les gens qui sont décisionnaires aussi des fois et qui ont les portefeuilles, c'est pas des connaisseurs du VTT. Donc si tu veux, eux, ils font confiance, ils investissent dans un truc et au final, ils disent: «Ah mais ça marche pas votre truc» et Mmh. voilà, il a fallu reconstruire beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment et de tomber sur les bonnes personnes et comme je dis encore une fois, je pense que la SATA, ils savent très bien ce qu'ils font, aujourd'hui avec le VTT et c'est motivant parce que même si on aimerait que ça aille plus vite et on aimerait déjà avoir, une coupe du monde des Crankworx, aux Mmh. Deux Alpes, on sait qu'on va dans le bon sens. Ça va Ouais. prendre un peu de temps, mais quand ça va arriver, c'est fait pour durer. Donc super content de faire partie de cette histoire et encore une fois, on a un domaine qui est tellement, vaste et divers qu'on Mmh. a un potentiel énorme, quoi. Ouais. On a un super Hem, potentiel. Est-ce que tu peux nous parler d'autres activités peut-être, que tu as, en tant qu'entrepreneur, on va dire? Et ben, tout ce qui est lié à la pump track, je t'avoue que j'ai
pris bien ma dose, aussi bien en ce qui concerne les compètes que la construction. Je me suis vachement éloigné du monde de la pump track, mais je suis quand même assez sollicité donc aujourd'hui ce que je fais, notamment en hiver quand, j'ai un peu plus de temps, je fais du design, de la conception pour un cabinet d'études qui, en fait, je suis avant même le projet avec le cabinet d'études, on constitue l'appel d'offres et moi je dessine les pistes et en gros, on constitue le cahier des charges pour l'entreprise qui va finir par répondre et construire la piste, mais on cadenasse le truc pour que la piste à la fin, ce soit un truc cool. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, je fais servir mon expérience, mon expertise sur le sujet et puis moi, je dessine et je suis payé pour ça, ça me plaît quoi, tu vois? Donc Mmh. c'est ce que je fais maintenant en ce qui concerne la pump track, surtout du design et après sinon, ben, maintenant je suis papa, un petit de 9 mois Mmh. et ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, mais presque. Donc j'ai plein d'autres projets perso, notamment on est en train de construire une maison, ici en Espagne pour avoir, notre chez nous. Parce que, moi j'ai toujours, été locataire donc voilà, il arrive un moment où il faut passer le cap et puis ça, c'est des grands projets. Je me suis marié l'année dernière donc j'ai une vie bien Mmh. chargée et puis mon petit, avec qui j'ai envie de passer le plus de temps possible donc plein de projets aussi perso quoi, à côté. OK. Bon, du coup, tu as un petit peu répondu à la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mais bon, si tu veux ajouter un truc, hésite pas, hein. Bah, déjà oui, ça, j'ai envie d'être, bon, dans mon rôle de père. J'ai eu un super papa donc j'aimerais en faire autant et non aussi il y a le côté, événementiel que j'ai un peu mis de côté. C'est vrai que voilà, aussi avec l'Urban DH des 2 Alpes, j'ai mis un pied, vraiment dans l'événementiel, même si en tant que jeune adulte, j'avais un peu bossé aussi là-dedans, plus dans les concerts et la musique, mais là on a un événement, vraiment de renommée internationale avec l'Urban DH et petit à petit, j'aimerais développer ça. J'aimerais développer une série peut-être européenne, tu vois? Pour, établir un peu plus l'Urban DH, en Europe à un niveau, on va dire, plus ouvert, tu vois? Le Red Bull Serra Barro, ça Mmh. reste quand même sur invitation. On est 30, c'est quand même très élitiste donc c'est pas démocratisé et j'aimerais un peu démocratiser cette discipline en Europe. Donc ça, OK. ça fait partie de mes projets aussi, Mmh. à côté. Très bon. Hem, Si tu avais un quelqu'un que tu voulais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? À qui j'aimerais entendre en roue libre? Beh, je pense pas que tu pas fait d'épisode avec Yannick, si? Yannick Granieri? Yannick Granieri? Non, non, non. Ben, moi, je connais bien son histoire, on est super proches, mais je pense qu'elle est assez inspirante et il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Donc ouais, ça serait super cool de voir Yannick et qui quand même, dans le VTT, tu vois, même si ça reste c'est du freestyle et que oui, en descente, on a toujours eu un très haut niveau et tout. C'est quand même un gars qui a percé, qui a réussi à construire sa vie, sur sa carrière pro et je pense que ça serait super intéressant d'avoir son histoire et son retour, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien voir Yannick en roue libre. Allez, on prend. Un mot pour finir? Un mot pour finir. Bah, vive le bike, hein, je sais pas quoi dire de plus. Non, moi je super, reconnaissant de ce que tout ce que m'a apporté le vélo, quoi, tu vois? Partir de 2 roues, un cadre en fer, tout ce que j'ai pu vivre, à travers ça, tout ce que ça m'a apporté personnellement, sportivement. Je souhaite à tout le monde de vivre des expériences comme ça donc voilà, il faut toujours y croire. Il y a toujours moyen de faire de super belles choses, dans la vie. Il faut juste mettre le boulot qui va avec et y croire et ça y va, hein. Donc voilà. Merci le vélo. Allez, merci le vélo. Bah, très bien, on va repartir avec ça. Bah, écoute, à moi, merci, merci Adrien, merci pour ça. Merci aussi Merci à toi. de mettre parfois un peu la fessée à tout ricain et aux gens à qui on a du mal à mettre la fessée parce que c'est pas toujours hyper simple et pourquoi pas, on peut te souhaiter de mettre une petite fessée à Thomas, Thomas Slavic pour une prochaine Ouais, édition.
Il en a pris une paire la dernière. Ouais. Il en a pris une paire, non, mais bon. Après, c'est toujours pareil, on roule quand même, on fait quand même un sport qui est contre le chrono, donc au final, c'est à toi que tu mets Mmh. la fessée, hein, Bien tu te sûr. bats contre toi-même, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'adversité et de compète entre certaines nations et tout. Donc, en tant que Français, je pense qu'on prend beaucoup de place dans le VTT. Tu vois, entre la descente, l'enduro, le trial, on est quand même très bon en vélo. Ouais. Culturellement, c'est super ancré chez nous, donc des fois, on énerve un peu d'autres nations, tu vois? Donc on n'est pas toujours les bienvenus, mais bon, des fois on repart souvent quand même avec la coupe. Donc Ouais. j'espère qu'il y aura encore je pense de toute manière qu'il y aura beaucoup de générations derrière nous qui prendront la relève et c'est tout ce qu'on souhaite, Bah, ouais. que le vélo, continue à exceller en France. Ouais, bon, on va souhaiter ça. Merci beaucoup Adrien, merci, Merci Antoine. merci pour ce moment et puis, bah, merci à vous qui nous avez regardés ou écoutés sur, sur les plateformes audio, Spotify en vidéo et également sur YouTube et puis voilà, hein. On va suivre, ton actu. Je vais mettre tous les liens, dans la description évidemment et puis voilà, hein, on te souhaite plein de bonnes Super choses. cool. Allez, ciao À plus. et à très bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, rejoignez maintenant la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et sur Instagram et abonnez-vous à la newsletter En roue libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En roue libre. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.